Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur la cour commune de ce vendredi. Lorsqu'on est en couple, bien des fois, il arrive que l'on ne s'entende pas sur des points donnés, peut-être même sur des banalités qui nous amènent à nous disputer. Eh bien, parfois aussi, des solutions sont difficiles à trouver. La mésentente est telle que personne ne veut reconnaître ses torts et personne ne veut tout simplement présenter des excuses. Les conflits dans les couples, nous allons en parler ce matin avec nos invités. Vous pouvez nous appeler donc sur le plateau sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 pour y participer et pour nous donner vos avis ou encore nous envoyer vos commentaires sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91 et ce sera via WhatsApp. Et déjà sur le plateau, je suis avec Amel Oga. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Vous êtes socio-anthropologue. Merci d'être avec nous ce matin. Ok, c'est un réel plaisir. Merci. Diane Onyodia, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Je vais très bien, merci. Alors, les conflits dans les couples. Déjà, comment est-ce qu'on peut, quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a conflit dans un couple? Diane, est-ce que vous en savez quelque chose? Je pense qu'on peut dire qu'il y a conflit dans un couple lorsque, quand on parle de couple, déjà, c'est déjà le mari et la femme. Et lorsqu'il y a de mésentente, lorsqu'on ne se comprend pas, lorsque peut-être chacun d'entre nous, chacun de son côté veut avoir raison. Et sur un point donné, il y a des besoins insatisfaits, il y a des besoins incomprises où on discute, on n'arrive pas à échanger autour de ces besoins-là pour pouvoir se comprendre sur un point donné. On veut chacun avoir la raison de son côté. Je peux dire, dans ce cas, on peut dire qu'il y a conflit dans un couple. Et Amel Oga, quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a conflit dans le couple? Ok, merci Madame la journaliste. Et déjà, le concept conflit vient du latin confligere, d'accord? Qui veut dire heurter. Et quand on parle de heurter, ça renvoie au sens de contradiction, de l'opposition, de la contestation, etc. Donc, je peux dire qu'il y a conflit lorsque on se retrouve dans une situation où les deux parties ont des valeurs, des opinions incompatibles. Et dans le cas du sujet qui nous réunit ici ce matin, on peut parler de conflit lorsqu'il y a rupture d'une situation, d'une harmonie, d'une paix qui régnait entre les deux conjoints. D'accord. Donc cette rupture-là est due souvent à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parfois, les sujets de dispute, de discussion sont tellement banals que ça fait parfois rire. Diane, pour vous, d'où peuvent venir ces crises-là, cette rupture d'harmonie dans le couple? Je pense que je vais peut-être faire cas de la règle des 4C. Vous savez, quand il n'y a pas la communication, on peut se donner banalement au conflit où il y aura de mésententes dans le couple. Il n'y a pas la confiance déjà dans le couple et à part ça la complicité. Il faut partir déjà de la communication, la confiance dans le couple avant d'atteindre le niveau complicité. Alors s'il n'y a pas la complicité dans un couple, c'est que il y aura des disputes tout le temps. On ne va pas se comprendre. Si le mari dit ça, la femme ne va pas pouvoir comprendre parce que non seulement il n'arrive pas à échanger dans le couple, il n'y a pas le dialogue qui s'est installé à un moment donné. Et après ça, il n'y a pas la confiance. Ils n'ont pas confiance en eux. C'est des attaques tout le temps, des reproches tout le temps. Et je peux peut-être faire des reproches lorsque je suis dans un couple, lorsque le partenaire d'en face ne comprend pas forcément ce que je veux dire. Lui, tout de suite, lorsque je fais des reproches, lorsque je dis par exemple, tu n'es jamais là, et lorsque j'ai besoin de toi, tu n'es jamais là. Lui, il n'a pas peut-être regardé l'aspect lorsque j'ai besoin de toi. Tout de suite, c'est tu n'es jamais là.
Donc, voilà, c'est ça, il garde. Ou par exemple, je fais des attaques où je dis peut-être, je n'ai pas confiance en toi par rapport à cette situation. Lui ne regarde pas l'aspect, la situation là. Comment est-ce qu'il faut faire peut-être pour qu'elle puisse, ou qu'il puisse avoir confiance en moi. Il regarde tout de suite, ah, mais elle n'a pas, oui, n'a pas confiance en moi. Ça, là, c'est des attaques. Il prend ça autrement. Et comme ça, les conflits s'installent. Donc, je pense que la règle des 4C est très importante. Déjà, la partie de la communication, la confiance, la complicité et les câlins. On finit par les câlins. Donc, je pense que quand on est dans un couple et qu'il n'y a pas, de ces quatre-là, il ne faut pas partir sur le dernier aspect qui parle des câlins. Parce que dans les couples, tout le temps, on peut parler des câlins, la sexualité. Mais déjà, les trois du début, si on respecte ça, je pense que ce serait vraiment formidable. Et pas en tant que tel, parce que les conflits dans un couple, quand ça survient ou quand vous êtes en conflit ou vous êtes... vous ne vous comprenez pas sur un point donné, ça permet quand même aux partenaires de réagir, de porter des réactions données. Et ça vous permet quand même de savoir sur quelle onde vous jouez ou comment est-ce qu'il faut peut-être agir avec ce partenaire. Voilà. C'est vrai que vous avez parlé de certains mots qui reviennent dans les phrases quand on se dispute et autres, j'ai pas confiance en toi et autres. Mais ce sont quand même des mots-clés sur lesquels, qui sont importants. Oui, quand on parle avec quelqu'un, on détecte les mots-clés. Et ce sont justement ces mots-clés-là qui retiennent notre attention et qui nous amènent à réagir ou à agir, Ameloga. Ok, effectivement. Il y a certains éléments qu'elle a déjà abordés, mais je vais revenir un peu en arrière d'abord pour dire qu'il y a effectivement plusieurs causes qui conduisent à un conflit au sein d'un couple. Oui. Déjà, le processus de formation du couple comme premier élément. Le second élément, je vais mettre l'accent sur le rapport à l'argent. D'accord. Et le troisième aspect, elle a abordé cela, elle parlait de la communication. Mais ici, moi, je parlerai plutôt de l'absence de communication ou bien la manière de communiquer. D'accord. Si la communication, elle est mauvaise, ça peut également. Il peut y avoir communication, mais la manière de communiquer peut poser problème. Il y a que les devoirs des époux. S'ils ne sont pas assumés, ça peut créer de conflits à l'intérieur du couple. Pour ce qui est je vais prendre chaque élément que j'ai cité là. Je parlais déjà du processus de formation. Dans le couple. Alors, vous avez cité 4 éléments: processus de formation, rapport à l'argent, mauvaise communication et bien sûr le devoir des époux. Mais avant de détailler tout cela, nous allons permettre d'installer le couple qui est avec nous ce matin. Je vous présente Edwige Kapo. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Merci d'être revenu sur le plateau de la cour commune. Vous êtes commerçante et aujourd'hui, on reçoit en dehors de vous votre époux, votre mari, Éric Kapo. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Ça va. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes photojournaliste. Oui. Alors, nous parlons donc des conflits dans le couple. Il y a plusieurs causes de conflits dans le couple. Nous avons parlé du processus de formation du couple, de rapport à l'argent des deux formant le couple, de la mauvaise communication, des devoirs dans le couple qui ne sont pas faits. Madame Kakbo, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Qu'avez-vous à ajouter à toute cette liste-là? Merci madame, je vous remercie. Les devoirs dans le couple qui ne sont pas faits. L'homme ne peut pas tout faire à la femme dans le couple. Quelle qu'en soit sa richesse, quel qu'en soit tout ce qu'il a là, il ne peut pas tout faire. Il aura des choses qu'il serait incapable de le faire. Parce que pourquoi? Dieu ne peut pas accepter que l'homme prenne sa place. Parce qu'après tout, c'est Dieu qui prend soin de l'homme et de la femme. Donc Dieu va vouloir toujours pour que l'homme sache qu'il a quelque part qu'il ne peut pas gérer, c'est Dieu qui peut gérer là. Donc la femme aussi ne doit pas espérer tout de son mari. Elle doit toujours s'attendre à Dieu pour que Dieu puisse l'aider à satisfaire tous ses besoins. Parce que Dieu ne veut jamais que personne prenne sa place à lui. Il veut toujours se montrer qu'il est Dieu. Donc la femme doit s'attendre à ça et ne pas trop demander à l'homme.
C'est pourquoi on dit souvent que la femme est une aide. La femme n'est pas une charge pour l'homme. Pour pouvoir attendre tout de l'homme, elle doit aussi compter sur elle-même et compter aussi sur son mari. Donc, c'est ce que moi, je peux compléter dans tout ça là. Parce que quand tu vas vouloir attendre tout de ton mari là, tu vas passer à côté. Tu ne serais jamais heureuse. Mais quand tu vas vouloir compter sur Dieu, compter sur toi-même, le mari va compléter. Donc, c'est ce que je peux compléter à cela. Eric Abou. Oui, tout à fait. Et je suis entièrement d'accord parce que, vous savez, dans ce monde aujourd'hui, si vous sillonnez, vous voyez un peu, moi je suis un homme. Et l'homme aujourd'hui ne veut pas une femme qui sera une charge pour lui. Donc quand ça devient une charge, il y a conflit. Oui. Vous voyez. Donc nécessairement, la femme doit faire quelque chose parce que 1 + 1 = 2. Si c'est l'homme qui doit tout faire chaque fois, soyez sûr, l'homme sera fatigué, il sera découragé. Et c'est ça qui donne des conflits, des embêtements, non-respect à la femme, parce que c'est comme, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui fais tout. Et toi-même, tu ne peux rien faire. Papa, j'ai besoin de 2000 francs, j'ai besoin de 1000 francs, j'ai besoin de 500. Juste à cause de ça, pour faire quelque chose. Sans ça, on ne peut rien faire. Donc c'est important pour que la femme puisse faire quelque chose. Ça dégénère beaucoup de choses comme conflit. Un conflit dans le couple. Merci. Alors, le processus de formation dans le couple, Amel Olga, vous voudriez bien nous expliquer en quoi est-ce que le processus de formation peut créer des conflits dans le couple? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Monsieur Kako disait tout à l'heure que lui ne peut pas avoir une femme qui ne fait rien, qui n'a pas d'activité rémunératrice, pouvant l'aider à satisfaire, gérer les charges à l'intérieur. Mais ça parle de la manière dont les deux se sont mis ensemble. Non, ce n'est pas se sont entendus, d'abord se sont mis ensemble. D'accord. Et vous convenez avec moi que chez nous en Afrique, on dit que le mariage, c'est d'abord l'affaire de deux familles. Tout à fait. Et partant de ce fait, quand les deux se rencontrent, certes, ils font leur choix, tu me plais, je te plais, mais il y a que ce sont les deux familles qui vont négocier leur mise en relation ou bien décider de s'ils vont vivre ensemble sur le long terme ou non. Mais il y a certains qui ne considèrent pas cela et plus tard ça crée des situations. Dans la mesure où la famille, quand il y a situation conflictuelle, par moment intervient quand les deux n'arrivent pas à gérer le conflit. Oui. Donc, dans le processus de formation de la famille, les parents ou de l'homme, de la femme peuvent dire, non, cette femme-là, elle ne te convient pas. Non, ce monsieur-là, il ne te convient pas. Attention, ne va pas là-bas. Oui. Si vous n'écoutez pas et que vous allez dans le mariage, ça peut amener des situations conflictuelles plus tard que vous aurez du mal à gérer. Il y a également le fait que lorsque je veux choisir quelqu'un, j'ai des critères. Bien sûr. Il disait tantôt que si la femme ne fait rien, si je décide d'aller avec une femme qui sera dépendante de moi, ça veut dire que c'est parce que je serai en mesure de satisfaire ses besoins. Et là, apprêtez-vous à entendre, papa, j'ai besoin de 2000, papa, j'ai besoin de 6. Quand il faut satisfaire les besoins des enfants, peu importe là où le mari se trouve, elle sera obligée tout le temps d'appeler. Quand je dis critères, vous vous asseyez, vous dites, voilà le type de femme que je veux avoir, avec qui je veux partager ma vie, le type d'homme que je veux avoir, avec qui je veux partager ma vie. Tantôt, je parlais de devoir des époux. Oui. Dans le devoir des époux, ce n'est pas seulement les charges. Il y a l'éducation des enfants que nous allons avoir plus tard quand nous serons ensemble. Il y a les charges, les différentes charges, la satisfaction des besoins des uns, des membres de la famille, d'accord? S'il faut se les répartir, vous le savez. Ce qu'il faut envoyer à la famille, tout se discute, d'accord? Ce qu'il faut économiser, tout se discute. Mais si depuis le début ou le départ, on n'a pas
communiquer sur ces aspects-là. Et c'est au cours du chemin qu'on commence à me dire, bon, voilà, tu dois sortir tel montant à la fin du mois. Elle peut percevoir ça autrement. Dans les devoirs des époux, il y a également que la femme a ses responsabilités en tant qu'épouse, en tant que mère, d'accord? En tant qu'épouse, il y a la satisfaction sexuelle de son mari et le repas qu'elle doit faire pour son mari, le ménage, la propreté, l'hygiène autour, dans le foyer. Et si ils ont des enfants, l'éducation des enfants. Oui. Mais si le mari venait à se rendre compte que ma femme, parce qu'elle est fonctionnaire ou bien qu'elle est commerçante, et elle revient le soir quand il a besoin d'elle au lit, Elle est fatiguée. Je suis fatiguée ou bien elle sait des excuses où elle n'assume pas cette responsabilité-là, ça peut créer des frustrations. Ça peut créer des situations d'infidélité. Il peut décider d'aller voir au dehors, c'est possible. Et ça va créer une situation de disharmonie entre les deux qui peut se répertorier sur les enfants s'il y a des enfants dans l'environnement. Très bien. Alors, donc, nous avons abordé deux choses, processus de formation et devoir des époux. Diane, est-ce que vous avez, je ne sais pas, connu des situations ayant rapport donc à ces deux aspects-là, processus de formation et devoir des époux? Je pense que moi, je parlerai des tâches ménagères dans le couple tout de suite. Quand toutes les fois, c'est la femme qui doit tout faire, parfois, elle se sent frustrée. Lorsque ça perdure dans un moment où on se dit c'est moi qui dois tout faire, est-ce que l'homme ne peut pas apporter quand même un temps soit peu son aide parce qu'il se dit c'est moi le chef de la famille, je ne suis pas peut-être censé faire aider à la maison, donc c'est la femme qui doit tout faire. Et s'il y a des enfants, les enfants vont également faire, papa est dans le divan ou bien au salon devant la télé, il n'a pas votre temps. Lorsque vous finissez, vous apportez à manger ou bien vous l'appelez, on a fini. Alors, un chef de famille, quand c'est comme ça, la femme se sent frustrée et elle va en parler. Ah, mais est-ce qu'il faut m'aider? Parce que quand on a un mari, qui quand même, quand vous êtes dans la cuisine ou quand même vous travaillez, vous faites les ménages, il arrive quand même à vous aider ou à apporter son aide. Il dit, et si moi je prenais cette tâche, et si je faisais ci, et si toi, si on se partageait les tâches ménagères. À part ça, la garde de l'enfant. Quand après vous avez les enfants et que vous êtes dans un métier donné, vous n'avez jamais le temps et que vous rentrez peut-être tard et on commence pas à parler. Est-ce que tu mets la famille au second plan? La famille n'est pas au premier plan, c'est toi qui rentres peut-être tard, c'est toi qui n'as jamais le temps. Et l'enfant, comment est-ce que l'enfant va grandir? Quelle éducation tu vas donner à cet enfant-là? Donc, il n'y a que l'éducation de l'enfant. Ce que j'ai retenu chez la socio-anthropologue, il y a l'éducation de l'enfant qui peut causer de conflits tout de suite parce que quand vous n'arrivez pas à vous comprendre, quand l'homme dit... ou la femme dit, c'est souvent l'homme parce que la femme, c'est elle qui doit garder l'enfant, les enfants. Donc, quand l'homme dit, tu n'as jamais le temps, quelle éducation tu veux donner à ton enfant? La femme, quand la femme n'est pas en mesure d'accepter, la femme n'est pas en mesure de comprendre ça et dit, c'est mon boulot, il n'y a rien à faire. Comme ça, on commence pas à se chamailler ou on commence pas à se mal parler tout de suite. Et puis, le conflit, même si on ne veut pas que ça se termine comme ça, on appelle le conflit. Et puis, ça vient. Et puis, comme ça, on commence pas à se chamailler tout le temps. À part ça, les tâches ménagères, ça, c'est partout. Parce que c'est rare, sont ces hommes-là qui aident les On va demander à Eric Gakpo si dans les devoirs des époux, comment ça se passe? Oui. C'est ça que vous brûlez non, je veux d'envie de rebondir réagir. sur la question. Oui. Vous savez, moi je dis quelque chose. En matière de couple, de foyer, je vous dis, pour la toute première fois, d'abord, c'est l'amour. Après ça, il faut l'organisation, la compréhension des deux. Voilà comment nous voulons organiser notre foyer. Parce que ce qu'elle vient de dire, c'est vraiment capital. Et que si tu dois voir à côté, voilà comment ils sont en train de faire. Moi, je ne suis pas comme ça.
je ne suis pas épanoui, tu ne m'aides pas, tu ne me fais pas ci, vous allez passer à côté. Il suffit simplement, si tu aimes réellement ton homme, c'est pour ça que je dis, avant de démarrer le foyer, il faut qu'il y ait l'amour, le vrai amour, pas non, ce monsieur est beau, non, ce monsieur a de l'argent, amour, pas intérêt, non. Quand c'est pas intérêt, vous finissez toujours par Pas cassé. pas Car il y casser. a toujours un intérêt à l'amour. Non, paraît. il ne devait pas avoir un intérêt. Parce que Mais j'aime. il y a toujours un intérêt que vous dites. Non, quand on va revenir, Oui. quand on va revenir sur Quand on le parle fondement biblique, il ne devait pas avoir de condition. Celle-là, je l'aime. Ce monsieur, je l'aime. Pourquoi? Non, je ne sais pas. Pourquoi tu l'aimes? Je ne sais pas. Ça, c'est le vrai amour. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes et clairs. Il n'y a plus ça. Non, on ne va pas dire qu'il y a plus ça. C'était rencontre l'amour et se marie. Oui, quand on va prendre 10, peut-être on va trouver un. Quand vous aurez fait le sondage et les recherches dessus, je vous recevrai avec les résultats du sondage pour qu'on en parle. Il y a tellement d'exemples aujourd'hui. Donc l'amour d'aujourd'hui est conditionnel. C'est pour ça qu'elle dit il y a toujours un intérêt. Il y a toujours un intérêt. Oui, il y a toujours un intérêt. Ça ne devait pas être ça. Non, dans la mesure où, si nous partons du fait que autrefois, on dit dans le processus de formation des couples ou des familles, ce sont les familles, les beaux-parents, les parents de la femme et de l'homme qui choisissent le conjoint à leur enfant. Oui. Ils vont pour des enquêtes sociales. Oui. On voit, ah là, tu peux aller dans telle famille. Non, ils s'occupent très bien des femmes. Ah, ici, ce sont de bonnes femmes soumises, respectueuses, ainsi de suite. Oui. D'accord? Oui. Ça veut dire qu'il y a déjà le rationnel qui est là. Personne ne veut aller sacrifier son enfant, sa fille ou son fils. Vous Oui, voyez un peu? je suis d'accord, Donc, il y a entièrement. déjà qu'on met la raison et non la passion dans ça. Second élément, dès que je rencontre la dame là, je suis un monsieur, je rencontre la dame là. Celle-ci est à côté, mais je flash sur celle-ci. Pourquoi ne pas regarder celle-là? Il y a, même si c'est de façon inconsciente, Il y a quelque chose qui vous guide à ne pas aller vers celle-là, mais plutôt celle qui est en face de moi. Vous voyez un peu? Donc, quand on dit, et la raison, ce n'est pas peut-être forcément quelque chose qui a à voir avec le matériel, le pécunier, Oui. mais il y a toujours quelque chose qui vous pousse, un intérêt qui vous pousse à aller vers tel ou tel. Pourquoi avoir choisi madame et non sa sœur? Madame Edwige. Bon, Vous après, voyez vous un allez peu? nous dire pourquoi. Alors, Edwige Kapo, le processus de formation des couples qui peut engendrer des conflits également dans le couple. Il y a Amel Oga qui a parlé un peu de cette manière-là, de cette discussion qu'il doit y avoir avant de se mettre ensemble, Edwige. Merci. Sinon, avant de se mettre ensemble en tant que couple, en tant que famille, en tant que homme, il faut d'abord la compréhension, l'entente. Être joyeux ou bien avoir la joie d'aller vers avec cet homme. Il ne faut pas que ça soit une obligation ou bien pas contrainte. Parce que quand il y a contrainte là, ça ne va pas faire long feu. Mais s'il n'y a pas contrainte, tu dois être sûr de là où tu vas. Parce que demain là, si tu n'es pas sûr de là où tu vas, demain tu auras des problèmes. Parce qu'il n'y a pas ce couple. Un instant, Edwige Kapo. Allô? Bonjour. Allô? Madame. On vous reçoit. Allô? Oui, là, je pense que ça peut aller. Bon, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Oui, je veux dire un mot, je veux intervenir dans votre débat. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Est-ce que, je ne sais pas, vous pouvez rapprocher plus le micro? Oui, je le rapporte. Mon nom c'est Khalid René. Oui. Je voudrais dire à M. Capo de relativiser ses propos. Et ma jeune soeur qui est déjà là a répondu que vous êtes une chaîne de télévision.
Le processus de la formation des couples aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un certain nombre d'embûches pour certains, Oui. mais il n'y a pas aujourd'hui un minimum qui soit ce qu'on appelle l'économie, on appelle son minimal l'intérêt. Elle a si bien dit, j'ai voulu appeler pour rassurer davantage que les jeunes qui sont en train de vous écouter, qu'on ne soit pas dans l'absolu de l'amour. L'absolu de l'amour, ce n'est pas être dans la réalité des faits. D'accord? Donc il y a un minimum d'intérêt dans le processus de construction de son couple. On ne peut pas établir des critères de façon isolée. Aucun critère ne vient de façon isolée. Les critères sont faits non seulement de votre statut, mais des ambitions que vous avez pour vous-même d'une part, et des ambitions que vous avez demain pour votre unité familiale, et de la projection qui serait la vôtre pour vos enfants demain. Et pour cela, quel est le type de femme dont je veux pour accompagner certains autres autour de moi? Quel est le type d'homme que je veux pour me permettre de m'épanouir dans mes activités qui ont des contraintes? Oui. Donc c'est au regard de tout cela qu'on essaie de faire le choix de son partenaire de vie et non un partenaire sexuel de circonstance. Les choses ne sont pas les mêmes. Donc voilà c'est pourquoi je voudrais intervenir dans votre débat. Merci beaucoup. Alors, rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Non, c'est le petit Calice Wedé. Monsieur Wedé, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une bonne journée. Oui, Edwige. Oui, je parlais tantôt. C'est vrai qu'on va se baser sur l'amour, mais il faut une garantie. Quand tu n'as pas une garantie, n'y va pas. Il faut avoir une garantie. C'est le garantie qui va t'assurer. Une garantie comme quoi? Par exemple, tu veux rester ensemble avec un homme. Dans vos fiançailles, tu ne sais pas comment cet homme peut prendre soin de toi. Par exemple, je donne l'exemple. Dans le fiançailles, d'abord, il commence par te taper. Je donne l'exemple. Il commence par te gifler à moindre coup, sans rien, ou bien il commence par s'énerver sans raison. Mais tu vois tout ça là, tu vas accepter d'aller t'engager. Attends-toi au pire. Parce que c'est dans le fiançailles qui est bon, qui est doux, tu commences par avoir ces conflits. Dans le mariage que tu vas passer des années, si Dieu le veut, des années, des décennies, comment serais-tu? Donc il faut avoir au moins un minimum de garantie. En dehors de l'argent, en dehors des biens matériels, parce que l'argent peut passer. Parce que tu peux te marier avec l'homme aujourd'hui, il est bien, il a tout. 3 mois après, voilà, il perd son boulot, il perd son travail. Alors que c'est à cause de l'argent, à cause de cet intérêt que toi, tu es parti vers lui. Mais là, voilà, il n'a plus le travail. Comment tu vas faire? Te voilà déjà engagé, rentrer dans le couple avec lui. 3 mois après, tu vas divorcer. Si tu divorces, donc tu ne l'as jamais aimé. C'est à cause de ce qu'il a ou bien de son, comment dirais-je, de son travail que tu l'as aimé. Parce qu'il faut s'attendre à tout dans le mariage. Parce que ce n'est pas quelque chose de garanti déjà. C'est au jour le jour. Au jour le jour. Tu vas découvrir ses défauts, ses qualités, tout ce que tu peux apprécier. Parce que tu ne peux pas le connaître totalement avant de rentrer dans le ménage, dans le foyer. Jamais. C'est au fil des jours, des années qu'il va commencer par faire ses sorties, ses qualités, ses défauts, mais te voilà déjà engagé. Donc si tu ne t'es pas basé sur l'amour, comme vient de le dire mon mari, tu ne peux pas. L'intérêt c'est là, je suis d'accord, parce que tu ne peux pas te dire j'aime quelqu'un, il ne peut pas te donner à manger. Il ne peut pas t'assurer au minimum. Et tu vas dire que je l'aime. Tu veux aller pourrir ta vie. Vaut mieux de rester chez tes parents. C'est vrai, parce que chez tes parents, au moins tu as le minimum. Oui. Maintenant, tu veux le meilleur, c'est pourquoi tu vas là-bas. Mais si le meilleur n'est pas là, le peu n'est pas là, j'avais dit premièrement qu'on ne peut pas tout avoir. Mais le peu qui est essentiel pour t'épanouir, il y a un minimum. Mais s'il n'y a pas ça là, c'est pas la peine. Donc c'est ce que je peux comporter. Merci. En tout cas, moi je remarque quand même que malgré tout, quand on parle de rapport à l'argent, presque tout est quand même lié à l'argent. Hein. Donc, le fait de prendre soin de sa famille, l'argent est là, présent. L'argent est présent. Avant de parler de rapport à l'argent et de mauvaise communication, Diane Oniodia, vous avez interviewé quelqu'un pour nous. Nafisa Tassani plutôt, donc qui a interviewé une dame qui gère les conflits dans les couples aussi. Elle nous en parle et on revient juste après. On dit qu'il y a conflit dans le couple lorsqu'il y a discorde, mésentente, incompréhension, non-acceptation de points de vue entre les partenaires que sont l'homme
et la femme qui constituent le couple. Quand les deux ne s'accordent pas, n'arrivent pas à s'harmoniser sur un certain nombre de sujets, quand les points de vue divergent. Souvent dans les couples, les gens pensent que ce serait toujours calme. C'est faux. Dans une relation, que ce soit une relation de couple, une relation amicale, une relation familiale, une relation fraternelle, il y a toujours des conflits, c'est-à-dire de divergence de points de vue. Même une relation professionnelle, il y a des conflits. Donc, les conflits existent dans toute relation humaine. Il faut d'abord savoir que c'est comme ça. Les causes sont multiples. Et quand on parle du couple spécialement, il y a des conflits quand l'un des partenaires devient jaloux, quand il y a des non-dits, des soupçons d'infidélité, il y a des conflits. Et il y a des conflits quand les responsabilités ne sont pas assumées de part et d'autre. Il y a aussi des conflits qui sont liés à l'éducation des enfants. Il y a des conflits qui sont liés à la gestion de la relation avec la grande famille. Il y a les conflits qui sont liés à la gestion des relations avec les amis. Il y a aussi des conflits qui sont liés, il y a beaucoup de conflits qui sont liés à l'argent et à sa gestion. Déjà, le manque d'argent, et même s'il y en a, sa gestion peut créer des conflits. Tout dépend des partenaires en jeu et de l'harmonisation des éducations. S'ils n'arrivent pas à vite s'harmoniser, l'éducation qu'ils ont reçue, qui n'est pas la même éducation d'ailleurs, parce qu'ils ne sont même pas éduqués par les mêmes parents. Et même si on est éduqué par les mêmes parents, on ne prend pas les choses de la même manière. Maintenant, voilà que deux personnes de deux horizons divers qui se mettent ensemble. Et si on n'arrive pas à créer très tôt l'harmonie, on peut avoir aussi des conflits. Et les conflits ne sont pas aussi de mauvaises choses que ça, tel que les gens le voient. Parce que ces conflits permettent de comprendre qui nous sommes. Ça permet aux partenaires de comprendre qui est son mari, qui est sa femme. On peut savoir, grâce au conflit, nous savons ce que l'autre aime et ce qu'il n'aime pas. On peut savoir quelles sont les limites à ne pas franchir. Et après les conflits, ce qui se passe généralement, c'est que la relation se renforce. Il y a surtout ce à quoi c'est les conflits. En réalité, les conflits, si ces conflits sont bien vus, si ces conflits sont bien utilisés, ils nous seront très utiles dans le renforcement de la vie du couple. Garder une certaine flexibilité dans la relation. Vous savez, quand les deux partenaires sont à l'étape de fusion, où c'est je t'aime, bisous par là, et rendez-vous par-ci, par-là, vous voyez une certaine flexibilité, une certaine harmonisation. Et on ne tient pas trop de rigueur aux erreurs de l'autre. On est prêt à l'accompagner, à le soutenir. Quand cette personne tombe, elle trouve la main pour qu'elle puisse se relever. Donc, il y a une certaine flexibilité, il y a une certaine harmonie dans la relation. Mais quand les conflits, quand l'étape 2, qui est souvent sujet au conflit, commence, nous voyons que c'est chacun pour soi. Et c'est ça surtout qui crée le problème. Donc, il faut apprendre à s'accepter. Savoir que ces erreurs sont mes erreurs. Cela ne nous empêche pas de nous disputer. Cela ne nous empêche pas de donner notre avis quand nous ne sommes pas d'accord. Mais il faut d'abord accepter l'autre et comprendre que les êtres humains, que ce soit hommes ou femmes, sont des êtres en croissance. L'être que tu as connu à l'âge de 20 ans ou de 18 ans ne peut pas demeurer le même toute sa vie. Il y a des changements qui interviennent et ces changements peuvent plaire ou ne pas plaire. Mais si nous avons de la flexibilité dans la relation, nous saurons vraiment comment continuer à nourrir les sentiments pour que les conflits nous servent d'outils de renforcement du couple et non d'outils de séparation, d'outils de guerre. Donc, c'est très important d'avoir cette base-là. Voilà, c'était donc Lydie Dessou, coach familial, qui nous donnait son avis sur les conflits dans les couples, les causes, quand est-ce qu'on dit qu'il y a conflit et comment est-ce qu'on peut déjà amorcer le règlement donc de ces conflits-là. Alors, justement, elle a abordé un certain nombre d'aspects que nous avons abordés sur ce plateau. Le rapport à l'argent également, comme je le disais, il y a beaucoup de conflits liés à l'argent, même s'il y a bien d'autres choses également. Nous allons évoluer pas à pas. Ameloda. Ok, merci beaucoup. Effectivement, le rapport à l'argent des différents partenaires ne sont pas parfois les mêmes. Quand il faut gérer ce qui revient à l'intérieur du ménage en matière de pécunier,
il faut qu'il y ait communication autour. Comment est-ce qu'il faut répartir? D'abord, si les deux travaillent, il faut que les deux conjoints connaissent, peut-être, c'est une entente de départ, hein? Combien est-ce que madame gagne? Combien est-ce que monsieur gagne? Et mensuellement, ce qui n'est pas toujours évident. Oui. Le monsieur peut dire en tant que chef de famille, moi je veux savoir ce que tu gagnes. Mais lui ne veut pas dire à son épouse Combien est-ce qu'il gagne? Il ramène mensuellement à la maison. Ça peut être source de conflit. Secondo, la manière de répartir ce que l'on ramène, ce qu'il faut donner à la belle famille. On peut ne pas être d'accord sur ça. Ou on peut dire qu'on est en train de faire des dépenses extravagantes, excusez-moi, ou carrément, si le monsieur, ce qu'il doit mettre dans la satisfaction des besoins des enfants, besoins scolaires, petit déjeuner, et besoins sanitaires, ce qu'il faut économiser, mettre de côté pour les enfants, on ne s'entend pas toujours là-dessus. Ou c'est madame qui dit, bon, la scolarité des enfants, le deadline, c'est tel moment, mais monsieur, il joue au chef de famille et il dit, bon, tu as aussi sa maman. C'est ça. Vous Il faut voyez? avancer d'abord. Donc, ça crée des situations conflictuelles entre les deux. Et quand c'est ainsi, la confiance, il y a crise de confiance. Je ne sais pas ce qu'il ramène. Il ne sait pas ce que je ramène. Je peux ramener... Oui, et comment est-ce que je gère mes dépenses? Quand je ne sais pas comment est-ce que madame gère ses dépenses et ce qu'elle ramène, madame peut aller au dehors, une autre personne va lui donner de l'argent. Ça peut être un amant ou je ne sais pas. De même que monsieur peut avoir une amante qui le baille correctement, mais du moment où je ne sais pas combien, comment est-ce que je peux savoir comment est-ce qu'il fait avec les dépenses? Même si je ramène des choses, des cadeaux, des trucs à la maison, monsieur veut comprendre peut-être, mais il ne connaît pas combien je gagne. C'est ça. Ça peut créer des situations conflictuelles, des malentendus, des incompréhensions entre les deux partenaires. Alors, j'avais vu Eric Capo sourire quand on a parlé du salaire. Je ne sais pas si, déjà, étant donné qu'on a madame et monsieur avec nous, on voudrait quand même avoir quelques-uns de vos secrets. Hein, si vous... Oui, je vous remercie. Oui. Vous savez, tout tel qu'elle vient de le dire, tout est basé sur la gestion. Comment on veut gérer notre foyer. Je le dis toujours, ça dépend de... Parce que l'autre s'est marié, moi je me suis marié. Non. Nous, voilà ce que nous voulons faire. Pour aller jusqu'au bout. Il y aura toujours des problèmes, c'est vrai. Voilà ce que nous voulons faire. Et il y aura toujours problème de conflit d'argent. Parce que la femme ne connaît pas le salaire, le revenu de l'homme. L'homme ne connaît pas les revenus de la femme. Il y aura toujours conflit. Alors, est-ce que madame connaît le revenu de monsieur? Non, je m'en vais, D'accord. je m'en vais à arriver là. D'accord. Vous savez, nous, par la grâce de Dieu, il n'y a pas de cachotterie à notre sein. On fait tout ensemble. Depuis 22 ans, on fait tout ensemble. Quand j'amène, voilà ce que j'amène. Voilà ce que moi-même j'amène. De son côté, quoi. Et ce qui est encore bien dans notre affaire, c'est quoi? L'homme va cacher pour lui. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a des dépenses dehors que la femme ne doit pas savoir. Ça là, c'est important qu'on puisse souligner ça. L'homme qui a quelqu'un dehors a forcément des dépenses à faire. Voilà que la femme connaît déjà ton salaire, c'est 100 000. Et il a des charges ici à faire. Comment il veut enlever l'argent pour pouvoir subir les dépenses qui sont dehors? Donc du coup, l'homme doit cacher forcément ses revenus. Maintenant, si l'homme n'a pas d'autres charges dehors, il n'a pas d'autres femmes dehors, et
en toute honnêteté, ma femme, voilà mes 200 000. J'ai ça. Et la femme dit, ok, toi-même, garde ça dans la poche. Vous comprenez? Ou bien, la femme sait que mon mari gagne 200 000. Elle-même gagne 100 000. Ça fait 300 000. Ok, on va dégager 50 000 à côté. Comme épargne. Oui. Et les 250 000 restants, on va essayer de gérer. Là, il sait que mon mari n'a pas de dépenses dehors. Ma femme n'a pas de dépenses dehors. On sait tout. Ça, sur ce côté, on se comprend. Mais s'il y a d'autres dépenses dehors, soyez-en sûrs, l'homme va cacher. Alors, parfois, on ne le cache pas forcément parce qu'on a quelqu'un dehors. Hein. Dans notre culture aussi, on ne dit pas ce qu'on a comme sous sur nous, ou bien que ce qu'on gagne, c'est entre griffes, on n'aime pas le dire. C'est dans l'éducation parce qu'on ne veut pas justement que quelqu'un nous compte l'argent, ce qu'on a en poche. Même quand on n'a rien, on pense, plutôt on dit qu'on est bien portant, on a tout ce qu'il faut. Donc, est-ce que réellement, c'est parce qu'on a quelqu'un dehors qu'on ne le dit pas, Edwige Kapou? Merci. Sinon, il ne faut pas faire cette erreur avec tous les hommes. Moi, je vais dire ça d'abord. Quand tu es femme, il ne faut pas faire cette erreur avec tous. Parce que tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes à qui tu peux avoir confiance et rester ensemble, vous allez construire. Mais il y a des hommes qui sont des hommes dépensiers. Et tu ne peux pas rester avec eux là, tu ne peux rien faire de. Tu ne peux pas réaliser quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu connais ton homme, tu peux savoir si on peut s'unir pour réaliser des choses. Je donne l'exemple de mon mari. Lui, quand je l'ai connu, on est restés ensemble. Oui. Et j'ai vu qu'avec cet homme-là, je ne peux pas lui cacher quelque chose parce qu'il ne me cache pas quelque chose. On se dit mutuellement tout. C'est pourquoi j'ai accepté qu'on fasse les choses communément. Comme j'ai un budget commun, quoi. Il trouve, il amène, je trouve, j'amène. Et ensemble, on construit. Mais tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes qui se marient avec des femmes à cause de l'intérêt. Par exemple, je donne l'exemple, tu es homme, tu as ton salaire, ta femme a son salaire. Quand tu vas demander à ta femme, tu gagnes combien? Demande-lui. Pourquoi cacher, aller fouiller dans son sac pour chercher son fiche de paie, combien elle gagne? Pourquoi faire ça? S'il y a la confiance, si toi-même tu n'as pas un caractère entre griffes, la femme va te dire ce qu'elle gagne. Si elle voit que tu manifestes l'amour envers elle, tu es franc avec elle, pourquoi te cacher ce qu'elle gagne? Tu n'as pas besoin d'aller chercher comme souris, chercher là où se trouve la viande pour voir combien elle gagne, comment elle dépense. Tu n'as pas besoin. Donc mutuellement, il faut que la femme puisse étudier l'homme avec qui elle est. Pour voir si, est-ce que je peux me livrer totalement à cet homme ou pas. Parce que si elle n'étudie pas ça, là, elle va regretter demain. C'est ça. Parce que l'homme va prendre son argent pour faire ce qu'il veut, mais va forcer la femme à faire ce que lui veut. Parce qu'il y a des femmes qui gagnent plus que leur mari. Oui, bien sûr. Mutuellement. Oui. Mais il y a des hommes aussi qui gagnent plus que leur femme. Mais l'homme intelligent doit, si l'homme est vraiment intelligent, il doit dire son salaire à sa femme. Parce que quand tu me dis ce que tu gagnes, je saurai comment faire pour gérer avec toi. Mais quand tu me caches ce que tu gagnes, et je sais que là où mon mari travaille, il est bien payé, je vais toujours te demander. C'est ça, je vais attendre un certain nombre de choses. Je vais toujours te demander. Parce que je ne sais pas combien tu gagnes. Je ne sais pas si tu fais d'autres dépenses au dehors. Mais si tu arrives à être franc avec moi, je serai franche avec toi. La femme est intelligente et la femme n'est pas bête. Pas du Il ne faut tout. pas que les hommes croient que la femme est bête. Non, la femme sait bien ce qu'elle fait. La femme a la tête sur les épaules. C'est ça que les hommes ne comprennent pas. Des fois, ils cherchent à nous montrer qu'ils sont plus intelligents que nous. C'est faux. C'est faux. Alors, Lydie Dessous, dans son élément, a parlé de deux choses aussi, en attendant qu'on parle de la communication, de la jalousie, les conflits liés à la belle famille. Je reste avec Edwige Kapou. Est-ce que vous en avez connu? La jalousie, Oui. les conflits liés à la belle famille, il doit avoir ça. Parce que vous êtes couple, vous êtes une famille. Donc, pour gérer ça là, il faut être sage et patiente. Tu dois être sage et patiente parce que tu ne peux pas, l'homme que tu vois qui est ton mari là, soit tu vois que c'est ton mari, mais il est le mari d'autres femmes aussi. C'est vrai que peut-être lui ne va pas accepter d'aller avec eux, mais elle, quand elle le voit là, il l'apprécie. Il cherche qu'il soit aussi leur mari. Mais toi, la femme, faut pas être, comment dirais-je, faut pas être, comment dirais-je, borné ou bien, comment je vais le Sur les gardes tout le temps. Non, il ne faut pas être sur les gardes. Sois sage. Quand tu es sage, tu vas connaître ce qui est caché là. C'est ça. Mais quand tu n'es pas sage et toi, la femme, tu es toujours jalouse,
Ce que tu ne veux pas que l'homme fasse, il va le faire. Tout homme, il faut le confier à Dieu. Laisse-le partir. Laisse-le faire ce qu'il fait. Mais toi, en tant que femme, prie pour ton mari. Prie pour ton foyer. Parce que tu ne peux pas le garder si Dieu ne garde pas avec toi. C'est faux. Quelles qu'en soient les meilleures choses, les meilleures positions que tu vas lui donner là, en tant que femme, les meilleurs repas que tu vas lui préparer là, l'homme est comme ça. Si l'homme n'a pas la crainte de Dieu là, il va faire tout ce qui est mauvais. Mais s'il y a un peu de crainte en lui là, il va faire. La belle famille. Par exemple, il y a des familles qui disent, ah, non, est-ce que tu peux te marier avec celle-là? Elle est plus chose là que toi, hein? Non. S'il y a l'amour, mon est démenti. Mais s'il n'y a pas l'amour, on peut penser ça. Par exemple, moi, quand je voulais me marier avec mon mari, ma belle famille m'avait dit, ah, celle-là, c'est celle-là que tu veux marier. Mais si on te vend la voix là, alors qu'au fond, physiquement, mais le cœur qu'elle a là, c'est le cœur d'or. Donc, c'est pourquoi la belle famille ne peut pas souvent s'impliquer dans ces choses-là. Mais il arrive des fois que la belle famille a le droit de s'impliquer. Parce que tu ne peux pas tout connaître. Tu ne peux pas tout connaître. Tu ne peux pas aussi laisser ton enfant à n'importe qui. C'est ça. N'importe comment. Parce que quand quelque chose arrive, c'est la belle famille qui paie. Il faut être sûr de là où on envoie notre enfant. Donc, il y a des situations, bien des situations qui se passent et la belle famille est obligée de parler. Elle est obligée d'intervenir. Parce que quand c'est leur fille ou bien leur fils qui est en danger là, vous ne pouvez pas leur dire de ne pas parler. Ouais. Vous aussi, vous aurez des enfants. Et chaque papa ou bien chaque maman a droit de voir son enfant heureux ou bien heureuse. Mais quand c'est toujours la femme qui va chercher du problème à son homme là, en tant que belle famille, moi en tant que maman là, je vais intervenir dans ce foyer là. Parce que je n'ai pas fait mon fils pour qu'on le fasse souffrir. Je n'ai pas fait ma fille pour qu'on la fasse souffrir. Tu es venu. C'est pourquoi le mariage sans l'accord des deux familles là, c'est du danger pour la femme ou bien pour l'homme. Parce que quand l'homme sait qu'il est venu demander la femme auprès de la belle famille, auprès de ses beaux-parents, il aura un peu de crainte à cette femme. Mais quand toi, la femme, tu cours, tu vas aller rester dans la chambre de quelqu'un sans que les deux familles ne se sont pas accordées. Là, attends-toi au pire. Attends-toi du désordre. Donc, c'est ce que moi, je peux compléter. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Edwige Kakpo, tiens, je reviens à vous. Est-ce que... disons, dans tout ce qui a été cité par rapport au conflit, aux causes de conflit par l'idée des sous et tout ce qu'on a dit également, surtout en raison donc au rapport à l'argent dont on parle actuellement. Le rapport d'argent, je pense que dans un couple, c'est relatif, hein, c'est relatif dans chaque couple, à chaque couple. Donc, je vais prendre peut-être l'exemple d'un couple où l'homme peut-être dit à sa femme, je gagne telle somme. Mais la femme, il y a certaines femmes qui ne considèrent pas ce que l'homme gagne. Tu peux beau lui dire, tu gagnes 200 000, 300 000. La femme s'en fout de combien tu gagnes. Elle va peut-être pas garder ce que tu gagnes en tête. Mais il y a que ça amène parfois des frustrations parce que l'homme se dit, mais pourquoi est-ce que je t'ai quand même dit combien je gagne? Parce qu'à chaque moment, on veut savoir comment est-ce que tu gères, comment est-ce que ça se passe. Et l'homme dit, mais je t'ai dit combien je gagne. Et moi, je dis, je n'ai pas besoin de savoir combien est-ce que tu gagnes. Tu me l'as dit, certes, mais moi, je ne peux pas garder ça dans ma tête parce que ça ne va rien me faire en fait. Je ne sais pas combien, qu'est-ce que je vais faire avec ce que tu gagnes, la somme que tu perçois. En fait, on exige des choses indépendamment voilà. de ce que donc, il y a quand même ces couples-là où la femme veut absolument savoir combien est-ce que l'homme gagne. Et là, il y a ces hommes, quand ils ne disent pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il a une femme dehors. Non, pas forcément. Mais il y a ces hommes, quand ils ne disent pas, c'est parce qu'il y a ces femmes, peut-être, quand il va dire, je gagne 200 000, la femme va commencer par faire des plans. Commencer par dire, je veux ci, je veux ça. Et l'homme, pour se protéger ce qu'il gagne, il ne va pas vous dire combien est-ce qu'il gagne. Et il peut vous dire à peu près, si vous dites 100 000 par exemple, il peut vous tester, vous dire 100 000, je gagne 100 000 pour voir quelle serait votre création. Comment est-ce que vous allez accepter ça? Comment est-ce que vous allez gérer? Et lorsqu'il constate tout de suite que cette femme commence par faire des plans, et chaque fois j'ai besoin de ci ou bien il va pas, je pense qu'il va jamais vous dire. Non mais quand on dit aussi, l'argent c'est aussi pour mesurer ses besoins, qu'est-ce que je peux demander et qu'est-ce que je ne peux pas demander? Non, absolument. Vous savez, je pense que, je ne sais pas si c'est entre le couple, il y a quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure. L'argent, lorsque vous gagnez l'argent et que l'homme vient vous dire, je gagne tel, c'est comment est-ce qu'il faut gérer. C'est ça. La gestion de cet argent, comment est-ce qu'il faut planifier peut-être un budget et savoir que c'est si on veut dépenser et garder telle somme.
Et lorsque je gagne 200 000, je viens dire ça à ma femme que je gagne 100 000 francs, la tester, et qu'elle commence pas à me dire, on s'entend, on dit d'accord, on veut dépenser tel, on veut faire ci, voici les charges, voilà comment on va s'orienter, voilà comment on va s'organiser. Et que ça ne se passe pas comme ça. Et à la longue, moi je ne vais pas quand même me permettre de lui dire, je gagne 200 000 ou j'ai eu augmentation de salaire. Je reste sur les 100 000 tout le temps. Et là, moi j'essaie quand même de garder, parce que si je lui dis, j'ai eu augmentation de salaire, ou j'ai 200 000, c'est sûr qu'on ne va pas construire, on ne va pas réaliser. Parce que si tout le temps, je vais toujours réaliser, je vais toujours faire ce que tu veux et dépenser dans tout ce que tu veux, c'est qu'on ne va pas réaliser. Mais en temps, tu ne vas plus comprendre ça. Pour toi, c'est que tu ne vas jamais accepter que c'est toi qui qui a fait en sorte que vous n'avez pas réalisé. Donc, je pense que l'homme ne dise pas ou ne dévoile pas son salaire à sa femme, ça ne veut forcément pas dire qu'il a une maîtresse dehors ou qu'il a quelqu'un dehors. Ça dépend de la femme qu'il a dans sa chambre. Très bien. Ça, tout à fait. C'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure qu'il faut étudier l'homme et la femme. Quand tu es ensemble étudie la personne, même ça peut être même tes enfants, tu vas savoir ce que je peux faire avec celui-ci, ce que je ne peux pas faire avec elle. Si tu ne l'étudies pas, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Mais quand tu l'étudies là, tu sauras comment faire, comment gérer, comment faire ceci. Tel que Madame Diane vient de le dire, quand tu as essayé avec 100 000 francs, tu as vu que dans tout ce que tu as dit là, elle n'a pas dit, viens, on va mettre 20 000 quelque part. Tout ce qu'elle a dit, elle a énuméré ses dépenses. Je vais acheter ce tissu, je vais acheter chaussures, je veux me tresser, je vais faire ceci. Les 100 000 têtes. Vous allez réaliser ça quand vous serez vieux. Alors qu'il y a un temps pour chaque chose. Quand vous dépassez ce temps, c'est difficile de reconstruire. Donc, c'est bon, ça peut aller. Ou carrément, parce que l'un ou l'autre des conjoints ne veut pas, par exemple, que je donne de l'argent à la belle famille. Il y a toujours, tel que les uns et les autres l'ont dit, qu'il faille planifier chaque chose. D'accord? Et Madame disait tout à l'heure que si je ne suis pas en harmonie avec ma belle famille, imaginez que monsieur vienne me dire je vais envoyer de l'argent à ses parents, alors que je ne les porte pas dans mon cœur. Vous voyez un peu ce que ça peut créer? Donc le monsieur, lui, on a investi sur lui. Bien sûr. Donc par conséquent, il se dit c'est le moment de retourner. Voilà. Donc d'être redevable à ses géniteurs, à ses oncles, à ses frères et sœurs, ainsi de suite. Mais l'autre conjoint est là et dit bon, je ne suis pas d'accord. Ou bien on a des amis au dehors qui ont des manifestations, événements malheureux, heureux. Il faut donner une enveloppe. Je dis on doit donner une enveloppe. Je propose le montant, mais elle n'est pas d'accord. Donc quand ça devient comme ça, le monsieur se dit ou bien la femme se dit, avant que je ne vienne déclarer ce que je dois déclarer, j'enlève déjà. La cachotterie commence. Et quand la cachotterie commence. Et quand finalement on découvre qu'il y a prise de confiance. Absolument, la confiance. La communication à présent, mauvaise communication. Effectivement. Et aujourd'hui, je dirais que on ne communique pas. On fait quoi alors? On cherche à se défendre. On ne cherche pas à écouter l'autre, à le comprendre, à rechercher ce qu'il veut exactement. D'accord? Dès qu'il prend la parole et commence pas à s'exprimer, on commence à réfléchir dans la réponse qui va à la réponse qu'on va lui donner, qu'on va lui servir, au lieu de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il me reproche, qu'est-ce qu'il attend de moi exactement. Le ton sur lequel j'échange avec monsieur ou bien madame va l'amener à capter, à saisir, à accepter ce que je dis ou non. Si je ne suis pas humble dans mes propos, si le ton est doux, c'est différent. Quand le ton est élevé, c'est différent. Vous voyez un peu que je dise à mon mari, par exemple, ah, s'il te plaît, chérie, demain, je voudrais que tu m'accompagnes pour faire telle course. Elle me dit, moi, je ne peux pas, moi, je ne peux pas. Au lieu de dire peut-être autrement, ah, ma chérie, je ne pourrais pas, j'ai tel programme, je ne suis pas disponible. Et tout doux, il te dit, elle va comprendre. Mais le ton, le premier ton sur lequel il a répondu à son épouse peut la frustrer. Elle ne dira rien. Et elle ira faire ce qu'elle a à faire. Mais
tenez-vous tranquille. Ça peut créer un conflit qu'elle va garder là. Puisqu'on dit le conflit peut être latent, ouvert ou violent. Oui. Il est latent lorsque les deux sont mécontents, mais ils ne s'extériorisent pas. Ils couvrent le conflit. Il est ouvert quand les deux s'accusent mutuellement, d'accord, et se jettent les torts. Il est violent lorsque on utilise la violence ou les mots violents, les mots, pour les blesser. expressions pour blesser, des menaces, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, la manière dont je m'adresse à mon conjoint ou à ma conjointe peut créer ou non un conflit. Et nous étions en train de parler toujours de communication, il y a que entre les conjoints, ils ne communiquent pas du tout. Quand le conflit est là, personne ne veut en parler. Vous voyez, on se range dans son coin. Madame est là à cause de son orgueil. Monsieur est là à cause de son égoïsme. Il ne veut pas parler. Donc, on se range, on ne communique pas du tout. Quand on ne communique pas, je ne sais pas ce qu'il pense, il ne sait pas ce que je pense. Vous voyez? Et ça commence à couver, ça commence... Chacun agit à sa manière. Et oui, là, dans son espace. Dans son espace. Et quand il va adopter des attitudes, elle est là et elle s'imagine. Un instant, Ameloga. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour, madame. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Je vais très bien ce matin. Camille Azonkpeon. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez rapprocher davantage le micro de votre bouche parce que je vous entends très, très faiblement. Aujourd'hui, nous parlons donc des conflits et donc mésententes avec vous comme mot du jour. Voilà. Donc, le mot du jour, c'est bel et bien le mot mésentente. Le mot mésentente, c'est un nom féminin. On dit une mésentente. C'est un mot français qui est formé du préfixe mé et du radical entente, lui-même du latin intenta qui signifie tendre vers. Donc, le dictionnaire, Larousse nous le définit comme ce manque d'entente ou bien cette mauvaise entente entre les parties. Donc, la mésentente traduit cette situation de crise marquée par une brouille, une incompréhension et une différence de point de vue entre deux parties. Donc, comme synonyme du mot, à défaut de parler de mésentente, on peut parler de désaccord, on peut parler de discorde, on peut parler de dissension, le vocabulaire est fourni en français, on peut parler aussi de dissentiment, on peut parler de brouille, on peut parler de disharmonie, de désunion, de malentendus, d'antagonisme, d'incompréhension, etc. Et comme antonyme possible du mot, mésentente, on peut avoir comme concept du mot mésentente, accord, entente, union, harmonie, concorde, alliance. Voilà ce que je dis très rapidement sur la définition, les synonymes possibles et les antonymes possibles du mot mésentente. Bien sûr. Il faut l'employer, peut-être, en tout cas, retrouver une citation d'auteur. Je peux citer Macan Diabaté qui nous dit qu'on ne peut arriver à un accord qu'en discutant. La bonne parole a le mérite de mettre fin à la mésentente et de tracer le chemin qui mène à l'amitié. Voilà, madame, ce que je vous dis très rapidement sur le mot du jour d'abord. Merci beaucoup, Camille Azonkpeon. Alors, vous êtes, disons, mari aussi, vous êtes parent d'élèves, vous êtes également en communication ou en relation souvent avec beaucoup de parents d'élèves. Les conflits dans les couples, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux expériences que vous avez observées, peut-être dans votre couple ou bien encore avec les parents? Bon, il faut dire que les conflits dans les couples sont légion et s'expliquent par une convergence de plusieurs facteurs. Il y a d'abord, on note souvent l'opposition entre les univers éducatifs des membres du couple, entre l'homme et la femme. L'homme et la femme qui n'ont pas réussi à la base
les mêmes éducations, et cela fait qu'une fois ensemble, il y a des problèmes d'incompatibilité qui se posent. Il y a aussi ce problème lié aux divergences religieuses. Aujourd'hui, nous avons des couples unis, des gens qui, l'homme fréquente une religion et la femme aussi est dans une autre religion. Cela fait que dans le couple, il peut y avoir des situations conflictuelles. Bien sûr. Il peut y avoir aussi des influences extérieures qui menacent la stabilité du couple. Les influences extérieures, ça peut être lié aux belles familles ou bien aux amis qui essaient d'interférer dans les affaires du couple. Donc cela crée des conflits récurrents entre les membres du couple. Il y a aussi une crise de confiance et de jalousie latente entre lorsque cela s'installe dans le couple, vous comprenez qu'il y a forcément un conflit. Lorsqu'il y a crise de confiance, jalousie ou bien infidélité de l'un des deux partenaires, le conflit s'installe, la mésentente s'installe. Il y a aussi, on ne peut pas l'oublier, l'insatisfaction ou bien les frustrations sur les plans. Ça peut être une satisfaction financière, sociale, etc., qui peut provoquer, qui provoque d'ailleurs beaucoup de conflits dans les couples aujourd'hui et qui conduisent parfois à la séparation ou bien au divorce diplomatique. Très bien. Merci beaucoup Camille Azonkweon. Alors, passez un bon week-end et merci pour tout. Pour cette semaine, on était donc avec vous pour le mot du jour. C'était un plaisir, madame. Alors, je reviens donc avec vous, Ameloga, pour continuer sur la communication. Ok. Merci beaucoup, madame la journaliste. Moi, je disais tantôt que lorsqu'il y a mauvaise communication, l'un ou l'autre des conjoints avec qui on échange peut se sentir frustré, peut se ranger dans son coin du fait du ton sur lequel son conjoint ou sa conjointe lui a parlé. Quand on parle sur un ton hautain, ça peut être considéré comme... Allô? Bonjour. Bonjour monsieur, comment est-ce que vous allez? Comment vous vous portez? Très bien, et vous, monsieur Troipé? Et chez vous, monsieur Troipé, depuis qu'il en est. D'accord. Bon, vous allez nous aider en haussant un peu plus la voix pour qu'on puisse bien vous recevoir au plateau. Oui. Vous savez que si il s'agit de conflit de couple là, si je ne parle pas, vous-même vous allez dire, mais Troipé est où? Pardon? Vous avez dit que Troipé est où? Bien, j'ai toujours dit que tu es ma fille, que je t'aime tellement là, que ce qui sort de ta bouche là. Je pense toujours à ma fille aînée, il y a une fille qui est comme vous, quoi. Oui. Hein? Et vous voyez un peu ce que vous êtes en train de dire là, c'est délicat. Il y a tout dans cette vie. Il y a tout dans cette vie-là, ce que je vais vous dire. Vraiment, si Dieu va vous donner une femme, il va vous donner une femme. Si Dieu va vous donner un homme, il va vous donner un homme. Mais lorsque la confiance est désertée, c'est que vous êtes foutu. Je vous ai dit une fois ici que moi, à peine j'ai 3 mois que mon papa est décédé. Oui. Mais j'ai mon épouse. Mais jusqu'à ce que je suis allé à la retraite, elle n'a jamais demandé combien tu gagnes jusqu'à la retraite, même ma pension jusqu'à aujourd'hui là. Elle ne peut même pas me demander, elle ne m'a même pas demandé, je ne l'ai jamais dit ça. Ça c'est très fort, hein? Je l'ai aidé, j'ai commencé par gagner 16 000. Et nous avions commencé. Mais aujourd'hui là, ce que je vous dis là, aujourd'hui là, ce qu'elle compte là, mais je sais qu'elle peut compter des millions. Mais moi, je ne regarde pas ça. Je suis jeune homme. Ce que je dois faire, je vais le faire. Elle sait que si j'ai des problèmes là, je dis, madame, il y a telle chose là, je l'appelle, je dis, voilà tel problème. Et on analyse, que ce soit de ma belle famille, que ce soit de ma famille là. Oui. C'est ensemble qu'on fait tout. Mais lorsque vous aviez déjà
vous avez déjà l'intention pour dire que ma femme gagne trop. Son argent est où? Ou bien la femme va dire l'argent de mon homme là, c'est où là? Il y a un problème. Il faut que vous sachiez que vous êtes arrivé, vous aimez. Et que personne ne peut venir intervenir. Parce que si vous voulez écouter les papatos là, pour dire que ta femme gagne tel, et qu'est-ce qu'elle fait, elle paye des paris, elle paye des ceci, elle paye des ceci là, il faut savoir que vous allez commencer par dérailler. Très bien. Donc, Merci. ce que je dis là, Oui. il faut que chacun de nous là se bat. La femme là, elle se bat pour trouver son argent. L'homme aussi se bat pour trouver son argent. Quand le problème arrive dans le foyer là, je sais que nous les deux là, on doit s'entendre pour voir ce qu'on va faire. Très bien. Mais Merci beaucoup. si ton salaire à ton mari là, moi je ne suis pas d'accord. Hein. D'accord. Je vais dire mon salaire à ma femme là, je ne suis pas d'accord. Hein. Mais je sais que je suis un responsable. Oui. Et que je peux faire quelque chose jusqu'à telle limite. Arriver là, si elle doit continuer, elle va continuer. Ou bien si elle est venue pour compléter, elle va compléter. Ça, là, moi, je vous dis ça, la vérité. Mais quand vous êtes un homme, vous voulez voir nécessairement dans le détail ce que votre femme gagne. Vous voulez voir nécessairement ce qu'elle a là. Sincèrement, vraiment, ça ne va pas. Et quand vous, femmes là, vous voulez voir nécessairement ce que votre mari gagne là. C'est un problème. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur 3P. C'est toujours un plaisir. Oui, il faut que chacun de nous là, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous gagne. On n'a rien amené sur cette terre, on n'a rien amené. Merci bien à vous. Oui. Un jour, là, que vous allez Merci beaucoup, Monsieur 3P, un fidèle téléspectateur. Et vous allez voir comment je suis. Merci beaucoup. Oui. Merci, monsieur Fafi, on va le faire. Ne vous inquiétez pas, le programme sera fait. Hein. Fidèle téléspectateur de la Cour commune, c'est toujours un plaisir. On finit très rapidement, Amel Oga. Ok. Donc, on disait tantôt que le ton, le style sur lequel je parle à mon conjoint ou à ma conjointe peut conduire à un conflit. D'accord? Dire sur un ton hautain, fais ceci, elle peut considérer ça comme un ordre. Et prendre ça autrement. Le dire avec un ton doux, Très elle facile. passe facilement. Vous voyez? C'est la même chose avec les enfants. Puisque on considère que les enfants, ils sont soumis, ils sont sous notre autorité, ainsi de suite. Mais la manière de leur adresser, d'échanger avec eux, peuvent les amener à vous écouter ou non, à obéir ou non. C'est ça. Vous voyez? C'est ça. Les enfants aussi peuvent être source de conflit. Effectivement, les enfants peuvent être source de conflit. En ce qui concerne leur éducation, premier élément, les valeurs à transmettre à l'enfant doivent être de commun accord. Je prends un exemple. Un enfant en présence de sa maman, le papa n'était pas là avant que il ne commence à échanger avec l'enfant. L'enfant a commis une erreur ou bien a fait une bêtise. Et la maman commence à lui faire de reproches. Mais le papa, dès qu'il vient et se rend compte, au lieu de se ranger d'abord du côté de la maman, il va en opposition. Et cet enfant en retour commence à manquer de respect, à désobéir à la maman. On peut s'entendre, le papa peut ne pas être d'accord sur ce que la maman, la manière dont la maman est en train de reprocher, la bêtise que l'enfant a faite. Et quand ils vont se retrouver à deux, dire « Ah, je n'ai pas apprécié la manière dont tu as réagi avec notre enfant. Hein. » Et ensemble, ils s'entendent. Vous voyez? Il y a un cas tout dernièrement, la dame me disait que il se dispute avec son mari parce que le mari, chaque fois quand les enfants se réveillent, elle les réveille le matin à 5h30 pour leur dire, toi, va faire ceci, toi, va faire cela. Le papa dit, mais il est encore tôt pour que les enfants se lèvent. Donc, les enfants ont pris l'habitude de ne pas écouter ce que la maman dit. Ensuite, le petit déjeuner que le papa donne aux enfants, la maman pense que c'est élevé et il faille que les enfants économisent dedans. Et elle dit, remets-moi le petit déjeuner et c'est à moi de leur remettre ce qu'ils doivent garder pour aller à l'école. Parce que quand tu le leur remets, ils dépensent tout et ils gaspillent.
Alors qu'il faut leur apprendre à économiser, à gérer. Vous voyez? Donc si les deux ne s'entendent pas sur ce qu'il faut transmettre comme valeur à leurs enfants, il sera difficile à ce qu'on ait une éducation réussie, une personne dont et le père et la mère souhaitent avoir, l'homme de demain qu'ils souhaitent avoir, ils peuvent ne pas l'obtenir. Merci. Merci. Diane, la communication. La communication, elle est très importante. C'est par là que tout part. Parce que quand on ne se comprend pas, c'est là on parle de conflit. Il y a des hommes qui sont naturellement calmes. Et lorsque quand même vous commettez un acte ou bien vous exprimez mal, il ne va pas réagir tout de suite. Et quand même attendre peut-être 2 jours, 3 jours, ou lorsque c'est calme entre vous et que tout va bien. Et il dit, mais est-ce que tu sais que ce que tu avais dit tel jour, ce n'était pas bien? De passage, je fais un clin d'œil à tous ces hommes-là qui sont calmes, qui agissent ainsi. Franchement, c'est une maturité, c'est un autre niveau. Ces hommes, ils sont tellement calmes parce que la communication, je ne sais pas si ils sont conscients du fait que la communication elle est très importante, le dialogue. Parce que tout part de là. Quand je parle et je crie, j'attaque, je fais des reproches. Parce que moi, j'ai envie quand même, j'ai un besoin que je dois satisfaire. Et que mon partenaire ne comprend pas tout de suite. Et lui, c'est ce que je dis de mauvais, ou bien c'est ce qu'il perçoit de mauvais dans ce que je dis qu'il prend en compte. Moi, par exemple, lorsque je disais à l'entame de cette émission que je dis, j'ai besoin de ci, ou bien... tu n'es jamais disponible pour moi. Et l'homme prend le fait que je dise, elle a dit, je ne suis jamais disponible pour elle. Moi, j'aurais peut-être souhaité ou j'aurais envie qu'il me dise que, mais c'est très important. Maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment est-ce que tu veux que je sois peut-être disponible pour toi? Mais l'homme ne réagit pas comme ça. L'homme qui n'est pas calme ne réagit pas comme ça tout de suite. Il a envie de se défendre. Et là... Peut-être aussi qu'il faut dire, je veux que tu sois plus disponible. Nous, tu n'es jamais disponible. Je dirais plus que là où ça se constate, c'est au niveau de la femme. Quand c'est comme ça. Ou c'est l'homme qui dit, tu n'es jamais disponible. La femme dit, mais quand même toi-même, tu n'as jamais été là et on ne te voit jamais. Et la femme retourne comme ça automatiquement parce qu'elle veut se défendre. Elle ne veut quand même pas que vous lui parlez, que ça se termine là. Parce que quand j'ai besoin de toi, l'homme, tu sors ou bien tu n'es toujours pas là. Quand tu me dis ça, je te retorque ça automatiquement. Il y a de ces femmes-là, c'est souvent chez la femme, on remarque ça. C'est très rare de voir quand je dis tu n'es pas disponible, que l'homme me dise que quand même tu n'es pas disponible. Donc je pense que la communication, elle est primordiale. Et lorsqu'on commence pas à échanger, on commence pas à crier, la socio-anthropologue l'a dit tout à l'heure, tout dépend de comment est-ce qu'on communique. Parce que si je fais mal et que tu veux peut-être reprocher, tu veux me faire des reproches, tout dépend de la manière dont tu t'exprimes, la manière dont tu me le dis. Et tu commences pas à crier et que tu es en face d'une femme ou d'un partenaire qui n'aime pas, qui a son ego, qui n'aime pas qu'on crie sur lui et que tu commences par crier tout de suite, là ça va mal se finir. Donc acceptons qu'il y ait peut-être c'est quoi que la communication, elle est très importante, mais comment est-ce qu'on communique? Edwige, je pense que la communication est très nécessaire pour le couple. Parce que si je veux donner l'exemple, dès le commencement, Dieu aussi est arrivé à communiquer avec ses anges. Parce qu'il a formé, il a créé les animaux, il a tout créé. Mais arrivé à un moment, il a dit à ses gens, faisons l'homme à notre image. Donc il a communiqué avec les anges pour que ce qu'il veut faire soit parfait. Mais quand il n'y a pas la communication dans un couple-là, le couple-là aura des problèmes. Parce que pourquoi? La communication est la base de toute chose. Il y a des choses que toi seul tu peux faire. Il y a des choses que tu as besoin de communiquer avec ton mari ou bien avec ta femme pour le faire. Mais l'homme ou bien la femme qui n'est pas toujours disponible pour communiquer. Par exemple, nous, arrivé à un moment dans notre couple là, si ça fait 3 mois, on va se concerter, on s'assoit, on dit, qu'est-ce que j'ai fait, tu n'as pas aimé pendant les 3 mois. Donc on fait un point. On fait un point. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu n'as pas appris? Parce que ce qui est sujet des défauts, il a des défauts. Et on est ensemble pour se corriger, pour que ces défauts soient corrigés en nous, pour que le foyer puisse vivre en paix. Maintenant, si on fait les 3 mois, on vient, on s'assoit, on dit, mais tu as apprécié quoi? Ce que tu m'as reproché il y a 3 mois, est-ce que j'ai fait d'efforts? Est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as apprécié quelque chose dedans? De son côté aussi, ça nous aide à améliorer nos défauts. Tu cries trop quand tu veux me parler. Quand tu cries, je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis, je n'arrive pas à obéir. D'accord. Mais quand tu me parles... Non, ça vous dit que c'est la bonne idée en fait. Non, c'est monsieur.
Quand tu me parles à voix douce, c'est lui qui crie. Quand tu me parles à voix douce, j'arrive à capter, à comprendre ce que tu dis. J'aime, je fais l'effort de changer. Mais quand tu vas crier là, moi, mais je vais commencer par crier là. Les enfants, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'après tout, il y a des enfants qui sont au milieu de nous. Maintenant, quand tu cries sur moi, je crie sur toi. L'enfant va voir que ma maman n'est pas soumise à mon papa. Alors que ce n'est pas la faute de la maman. Tout le monde sait crier. Mais dans le foyer, il faut que l'homme puisse avoir la maîtrise de soi. Parce qu'avant de se marier, tu as été un homme, il faut avoir la maturité. Quand tu as la maturité, on ne règle pas tout par des cris. On règle des choses par des cris, c'est vrai. On règle d'autres choses par la voix douce. On règle d'autres choses par l'amour. On règle d'autres choses par les plaisirs, par des cadeaux. Oui. Donc, la communication est nécessaire et capitale dans le couple pour que votre couple fonctionne très bien. Il reconnaît dans certaines choses de ça. Donc, soyons honnêtes. Vous savez, tout le monde m'apprécie. Mais là, quand ça ne va pas, automatiquement, je m'exprime. Je m'exprime comment? Que moi-même, je n'arrive pas à maîtriser. Soyons honnêtes. Ça, c'est un défaut. Ça, c'est un défaut pour moi. Quand ça ne va pas automatiquement, je n'arrive pas à garder. Il faut le dire pour que ça passe. Par exemple, il y a ces enfants qui se plaignent des fois. Quand papa veut parler, papa crie trop. Mais maman, quand toi tu veux nous parler là, tu nous parles doucement. Et ce que papa a dit, on n'a pas compris là. On capte ça et on comprend. Tu nous parles, tu nous donnes des conseils, on apprécie. Non, c'est vrai. Je n'arrive pas à me maîtriser. Sinon, je ne m'apprécie pas. Beaucoup m'apprécient. Je suis un homme simple, compréhensible. Mais quand il s'agit de... Je recherche quelque chose, je n'ai pas trouvé. Automatiquement, je réagis. Et ça, vous savez, c'est inconscient. Même ça peut être dans la foule. Ça peut être n'importe où. Maintenant, comment on peut gérer ça? J'allais dire, ça fait 2 ans. Vous avez pu travailler dessus. Oui, je travaille au jour le jour. Au fait, vous savez, madame m'a dit tout à l'heure qu'il y a des hommes qui se maîtrisent. Même ça peut faire 2 jours, 3 jours. Ils vont revenir sur le sujet. Vous comprenez? Ça, c'est comme ça Dieu les a créés. Mais vous, c'est autrement. Au fait, moi, je reviens de très loin. C'est-à-dire quoi? La colère dans ma famille, c'est... J'ai hérité ça. Voilà. Et par la prière que je suis devenu un homme un peu plus calme. Mais ça ne veut pas dire je ne suis pas rancunier. En fait, vous le dites et ça passe. Vous devez ça passe en même temps. Vous devez le dire. Ça dit, je n'arrive pas. Parce que quand ça bouillonne au-dedans de moi, je dois faire sortir ça automatiquement. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'elle est en train de gérer. D'accord. Ouais. Alors, la manière de la sortir. Oui, madame a posé la question de comment gérer. Étant donné qu'on les a sur le plateau et que madame est socio-anthropologue, peut-être un conseil très rapidement avant qu'on ne puisse continuer pour monsieur. Pour gérer. Un conseil? Non, ce n'est pas... Je ne dirais pas c'est un conseil. Je vais d'abord partir du fait qu'il disait tantôt qu'il a hérité cela de sa famille. J'ai soulevé mon petit doigt. Juste pour dire que quoi? Les enfants apprennent par imitation. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qu'il vit aujourd'hui en famille, il y a certains, peut-être des enfants qui sont en train de copier cela et qui vont le reproduire plus tard parce que c'est de façon inconsciente qu'il le fait. Et avant qu'ils ne se rendent compte que j'ai trop haussé le ton, j'ai crié, peut-être ils ont déprécié. C'est déjà sorti, c'est fait et c'est fait. Vous voyez? Et peut-être quand vous repartez dans son passé, dans son enfance, il vient de très loin. Tel qu'il a dit, il a vécu dans cet environnement familial-là, dans cet environnement social-là, qui a influencé sa manière de faire. Voilà, sa manière de faire. Très bien.
Bon, on espère que vous allez pouvoir gérer. Madame arrive tel déjà qu'elle a dit qu'il y a la prière et des pensées positives. Oui. On se dit aujourd'hui, je dois tout faire pour rester calme. À force de se le répéter, ça va finir par venir. Parce qu'il a travaillé sur ça avant qu'on ne se marie. Sinon, dans les fiançailles, il était comme ça. Moi, j'ai dit, si c'est ça, là, je ne veux pas aller. Cette colère-là, je ne veux pas aller. Mais comme il a su, lui-même, il a commencé par prier. Mais ça a changé. Beaucoup. Beaucoup même. Voilà. Très bien. Félicitations à vous. Alors, est-ce que vous savez aussi que même dans les sources de conflit, il y a le fait, par exemple, de laisser une lumière allumée dans une chambre et qu'on dise tout le temps éteins la lumière, non, c'est toujours allumé. Ou encore le fait qu'on laisse la porte ouverte ou les fenêtres ouvertes à une certaine heure, à partir de 18h, 19h, c'est bien souvent source de conflit aussi, n'est-ce pas, Eric? Oui, ça c'est vrai. Vous savez, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, au début de l'émission, les sources de conflit sont énormes. Oui. Et je voudrais rebondir sur le monsieur qui vient d'intervenir tout à l'heure pour lui dire que ça dépend, dans le foyer, ça dépend de ce que l'homme ou bien la femme que vous avez devant vous. Ça dit, ça tous part de là. Et le but de votre union, nous voulons aller où? Et comment? Vous comprenez? Maintenant, si moi je n'aime pas rester dormir avec la lumière, madame aime dormir avec la lumière, moi je n'aime pas. Franchement, ça sera vraiment compliqué. Et c'est là que je dis, justement. Vous savez, nous, les gens s'étonnent aujourd'hui de nous voir. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais passé une nuit, ou bien elle-même, on dit et on va se quereller sur le conflit et rester comme ça. Jamais. Jamais. Je vous dis la vérité. Jamais. Quand ça ne va pas, on essaie de s'entendre avant le petit matin. Vous voyez? Donc, quelque part, quelqu'un doit se soumettre. Quelqu'un est obligé de dire non, bon. Non. Sinon, si ce n'est pas comme ça, et l'autre dit non, la lumière doit être allumée. Non, tu dois éteindre. Non. Quand même. Vous n'allez pas dormir. Non, vous n'allez pas dormir. Personne ne va dormir. Personne ne va pas dormir. Et comment? Vous finirez par autre chose. Vous savez, aujourd'hui ça a commencé. Ça va finir quand vous ne savez pas. Par exemple, des fois, quand il y a conflit entre nous, et lui, c'est lui qui m'a blessé, il va se coucher. Moi, je suis là, je le regarde dormir. Et je le réveille, tu ne vas pas dormir. Toi, tu ne vas pas me créer de problème. Et tu vas dormir, moi, je vais rester en éveil. Tu vas te réveiller, on va régler ça. Il ne dort pas, je reste là, je le vois. Parce que il y a des choses qui t'énervent. Et quand tu vois la personne qui l'a fait là, s'il n'y avait pas Dieu. mais pour que ça soit réglé, pour que Dieu même nous a recommandé que la colère le soleil ne se couche pas sur notre colère là. Il dort. Ce que lui m'a fait, il ne sait pas que ça m'a fait mal. Et il dort. Il faut le dire pour que je le réveille, monsieur. Réveille-toi. Nous avons encore un appel. Vraiment, j'ai du mal à savoir qui fait des sons pour recevoir Nafissatou Hassani. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment est-ce que vous allez? Oui, très bien. Je vous appelle du Banamara de monsieur. Alors, on ne vous entend pas du tout. Votre nom, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez éteindre votre poste téléviseur? Je m'appelle mon radio, je vous appelle du Banamara. D'accord. Votre commentaire, votre réaction? Pardon? On vous écoute pour votre réaction. D'accord. Juste pour vous dire bonjour. Et celle qui est en jaune et son mari. Oui. Quand je vous les mais le plan tel mais tel comme de son mari, je la félicite très bien. Si elle peut m'avoir une fille
disons, Aïe. on montrera la femme et le mari D'accord. Bon, je ne pense pas que ce soit possible. Merci pour votre appel et vous félicite pour votre mariage, la manière dont vous gérez la situation entre vous et le reste, on va le dire après. Alors, nous allons recevoir Nafissatou Hassani sur le plateau. Alors, Eric Capo, vous allez nous permettre de rester entre femmes pour le reste du plateau, d'accord? Merci beaucoup. Alors, un mot à l'endroit des téléspectateurs. Et je voudrais remercier tout le monde qui nous regarde de près ou de loin pour dire que le foyer, ce n'est pas chose facile. Et c'est encore chose facile si les deux s'entendent. Si vous avez l'objectif, c'est-à-dire vous êtes fixé des objectifs, vous allez y parvenir. C'est comme une société. Je veux gérer ma société pour avoir des bénéfices sur long terme, à long terme. Donc, je veux gérer mon foyer pour pouvoir être, pour arriver à la vieillesse. Donc, il faut que je me sacrifie. Tel qu'on vient de le dire tout à l'heure par rapport à la lumière. Il faut que chacun se sacrifie à son niveau pour y parvenir. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir. Oui. Avant qu'il ne parte, je voudrais dire, effectivement, il dit que quelqu'un se sacrifie. Et là, il y a un auteur, Killman, qui a essayé d'identifier certains styles de gestion des conflits. On a l'évitement, la rivalité, la cession, le compromis, la collaboration. Puisqu'il dit, il faut que quelqu'un accepte. Vous voyez, vous allez nous développer ça tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Eric Capo, photojournaliste, merci infiniment pour votre présence. Voilà, Nafissatou installée, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Nous y allons pour les messages. Oui, nous avons 3 messages ce matin. Celui de Temos, de Adek et de Donatien Onfovo. Très bien. Nous allons commencer par celui de Temos. Il nous dit qu'on y parvient avec la communication. Il faut oser en parler et se dire les vérités. Pour ce faire, chacun doit limer son ego et avaler sa fierté et se remettre en question. Enfin, il faut être conciliant et savoir lâcher prise. Absolument. Conciliant, savoir lâcher prise. Chacun doit aussi ravaler son ego. Justement, ça nous permet de parler des modes de règlement des conflits. Olga, vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Donc, dans les modes de règlement, on en a 5. Qu'ont identifié certains auteurs. Et le premier, c'est l'évitement. D'accord? On parle d'évitement lorsque le conflit, quand on se rend compte que ça veut venir, quelqu'un d'entre les partenaires décide de l'éviter. Même quand il a raison, il se dit non, je ne veux pas qu'on se dispute ce matin. On laisse tomber. Il s'excuse. Pas parce que il a tort, mais par humilité, parce qu'elle veut la paix ou parce qu'il veut la paix, l'harmonie autour de lui. Il ne veut pas mal commencer sa journée. Il dit non, mes excuses, et il continue sa route. Ça le grandit, c'est vrai. Il y a la rivalité. Il y a que même quand l'un des partenaires n'a pas raison, il se dit, je dois passer par tous les moyens pour avoir raison. La solution qu'il propose pour la résolution du conflit est celle que tout le monde, le second partenaire doit accepter. Vous voyez? Donc c'est lui ou rien. Il peut dire, ça peut être l'homme comme ça peut être la femme. Il peut dire, c'est moi le chef de famille, ou bien la femme va dire, c'est moi qui ai raison. Bon, ça dépend de qui domine dans dans le couple. Il y a la cession. C'est un peu comme l'évitement, mais ici, l'intéressé, nous avons dit, même quand il a raison, il se fait tout petit. Quand il a de l'intérêt pour ce qu'on appelle la paix, quand il a de l'intérêt pour ce qu'on appelle maintenir les relations humaines de sorte qu'il n'y ait pas d'harmonie, il préfère céder et passer à autre chose. Il y a le compromis. Dans le compromis, les deux essaient de céder un peu. D'accord? Je perds un peu, tu perds un peu. Je gagne un peu, tu gagnes un peu. On fait des concessions. Donc, on fait des concessions. On accepte, même si on n'est pas totalement satisfait,
on accepte et on passe à autre chose. Oui. Et le dernier style de gestion des conflits, c'est la collaboration. Dans la collaboration, on essaie de prendre en considération les aspirations, les intérêts des uns et des autres. C'est-à-dire qu'après le règlement ou la résolution du conflit, tout le monde est satisfait. D'accord? Ce n'est pas on privilégie l'un au détriment de l'autre. Très bien. Nous allons poursuivre avec Adek. En cas de conflit dans le couple, pour y faire face, il faut le dialogue. Les deux sujets sont appelés en toute humilité à s'asseoir pour se comprendre. Chacun d'eux doit reconnaître qu'il a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Au moment où ils ne trouveront pas de solution, les parents sont mieux placés pour les aider à régler le problème. Donc, on n'a pas besoin de coach tant que les deux parents, les deux familles sont là. Très bien. Edwige, Kako, les parents, est-ce que les parents, c'est bien qu'ils interviennent parfois? Parfois, tu as dit parfois. Si c'est parfois, je suis d'accord. Mais pas tout le temps. Parce que les parents n'ont pas comment dirais-je, leur droit dans le foyer. Parce que c'est les deux êtres qui se sont entendus avant d'être ensemble. Les parents sont venus s'impliquer. Donc pourquoi il arrive des fois que les parents doivent intervenir? Comment? Pourquoi? Je donne un exemple. Je te donne ma fille. Tu l'as épousée. À chaque fois tu la frappes. Avant d'aller à l'école, c'est elle que tu prends pour faire ballon. Moi, la maman, je ne peux pas dire que, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas te dire continue de le faire. Il faut que j'intervienne. Je te donne mon fils. Il se marie avec toi. À chaque fois, c'est toi, cette voisine vient. L'autre vient. Ah, ta femme a fait ceci. Ta femme a tapé mon enfant. Ta femme a fait ceci. Et moi, le mari, je viens du boulot tout fatigué. Pour me reposer, c'est ça, je gère. Là, je suis obligée d'aller vers ses parents. Je n'ai pas envie comment dire, de me séparer d'elle. Mais je vais aller vers ses parents parce que c'est eux qui l'ont éduqué. Okay, oui. La manière dont vous avez éduqué votre enfant, venez voir. Je n'ai pas la paix. On va faire comment? Gérons ça ensemble pour que ça puisse y aller. Mais si on va dire que les parents ne vont pas intervenir là, les hommes n'auront pas, comment dirais-je, à prendre soin des femmes comme cela se doit. Et les femmes n'auront pas à respecter leur mari comme cela se doit. Donc il arrive des fois que nous devons laisser les parents gérer si ça nous dépasse. Maintenant, il y a quelqu'un qui a parlé de coach. Oui. Le coach est nécessaire. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des expériences avant vous, qui peuvent vous conseiller. On ne connaît pas tout. Nous ne sommes pas Dieu. C'est Dieu qui connaît tout. Donc, il arrive des fois que nous avons besoin d'une expérience de quelqu'un. Ce n'est pas nécessairement les mêmes choses, hein, mais ça va nous permettre de régler le nôtre. Mais si on va refuser, on va voir que nous savons tout, nous pouvons tout là. On va passer à côté. On peut voir un coach, un couple plus expérimenté qui a de l'expérience ou bien qui a déjà vécu ça. Je donne un exemple. J'ai écouté une femme qui m'a parlé la fois passée. Elle m'avait dit qu'elle avait eu de conflits avec son mari. Et voilà, le mari avait perdu son travail, la femme l'a aidé. Oui. Et le mari a encore trouvé un autre travail. Mais quand le mari a retrouvé un autre travail, il n'arrive pas à prendre soin de la femme comme la femme le faisait. Alors que la femme venait à son aide quand lui il était dans la situation. Jusqu'à ce que ça a amené des conflits. Il s'est fait que la femme ne sait pas comment faire les dépasser parce qu'elle n'avait pas l'habitude de parler à des gens et les dépasser. Elle est partie vers une autre couple qui a plus d'expérience. C'est là que l'autre lui dit que même la semaine passée, il y a quelques jours, j'étais passée aussi par là. Mais j'ai géré. Et puis elle les a aidés. Voilà, et puis le calme est revenu. Mais s'il n'y a pas ça là, tu dois croire que c'est toi seul qui subis. Et tu dois faire d'autres subir ce qui est plus grave et ils s'en sortent. Donc en fait, quand on a des conflits, il ne faut pas toujours rester sur le conflit dans le couple. Il faut aussi peut-être en parler à des personnes habilitées pour pouvoir vous aider à gérer. Pour avoir des aides, pour s'en sortir. Parce qu'il arrive des fois que si tu vas garder toi seul, tu vas c'est ça qui amène les gens qui sont des problèmes mentaux. Parce qu'elle a gardé ou bien il a gardé jusqu'à... Elle n'arrive plus, surtout la femme. Elle devient dépressive. C'est ça. Nafissa. Le tout dernier message. Bonjour le plateau. Les conflits dans le couple, ça existe toujours. Il n'y a pas un couple sans conflit. Même les millionnaires, les milliardaires se disputent. Yes. Dans toute chose, il faut se confier à Dieu. Merci, bonne journée. Donation en faux. Dieu, donc, qui est au centre de tout, comme Diane. La spiritualité, pour ceux qui croient en Dieu, parce que je pense,
pour ceux qui croient en des dieux, parce que d'aucuns croient au Dieu suprême, d'aucuns croient à l'œuvre. Donc, je pense dans tous les couples, que ce soit si vous êtes vaudouci ou quoi, ils ont leur Dieu, ils prient leur Dieu. Donc, le Dieu intervient toujours. Ils prient toujours leur Dieu pour demander quand même la paix dans le couple, ceux qui sont conscients. Parce que quand on est chaud, et le partenaire, la femme est chaude et l'homme est chaud, on ne peut en aucun moment penser à un Dieu. Et là où la dame a parlé de coach, si vous avez peut-être un couple bien expérimenté, vous avez un coach, à ce moment, il intervient. À ce moment, son aide. Parce que quand vous vous exprimez, vous allez dire la situation, voilà, ce qu'on vit, on n'arrive jamais à se comprendre. Lui, par exemple, qui vous dit, bon, priez votre Dieu. En ce moment, seulement votre conscience peut vous interpeller, vous pensez à un Dieu. Mais là, vous discutez, vous êtes en colère, tout le monde est en colère, ça ne passe pas. Si la femme, uniquement la femme, c'est très rare de voir un homme qui est très dévoué, qui prie Dieu comme ça. Hein. C'est la femme qui prie toujours Dieu. Il prie pendant un moment et après... Ouais, mais c'est très rare, c'est très rare. L'homme est toujours dans ses aller-retour, travailler et tout. La femme pense toujours à Dieu, je vais toujours prier pour mon mari, prier pour le foyer, pour que ça aille bien et tout. Donc je pense que prier Dieu, c'est très très important, c'est très primordial quand on est dans le besoin, quand on ne se sent pas bien ou quand tout va mal, on ne peut que s'orienter vers Dieu, le seul qui nous a créés. Prier, se mettre sur ses genoux, demander l'aide de Dieu, de nous aider en ce moment. Et je pense que ça marche toujours. Alors, Amel Oga, vous savez, dans notre société aussi, on n'aime pas extérioriser nos problèmes. On se dit, je veux pas montrer tout ce que j'endure dans le couple à d'autres personnes. Faut qu'ils croient tous que tout va bien et on aime garder ses problèmes pour soi et les gérer comme on le veut. Mais cette manière de faire n'est pas toujours avantageuse pour les membres du couple, dans la mesure où tout à l'heure elle faisait comprendre que c'est à force de s'extérioriser. Elle dit d'abord ça a des conséquences sur la santé, puisque on finit par déprimer ou on finit par craquer autrement. Et à force de s'extérioriser, elle a eu peut-être des éléments de solution, de piste de solution aux problèmes qu'elle vit. Je peux ne pas, en voulant exposer mon problème au dehors, dire que c'est moi. D'accord? Ou je vais vers une personne plus expérimentée que moi et je dis, ah, il y a une situation que tel ami m'a posée, hein, ou que tel couple vit. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Et je prends la peine de l'écouter pour voir ce que je peux tirer de positif dans ça. Vous voyez? Et ça dépend aussi de la nature du conflit. Pour faire intervenir ou non une tierce personne. Si le conflit, les deux peuvent le résoudre en leur sein sans faire intervenir quelqu'un, autant le faire. Et c'est l'idéal d'ailleurs. Mais si ça va au-delà de leurs compétences et qu'ils n'ont pas les stratégies qu'il faut pour arriver à une solution consensuelle, autant faire appel soit aux parents, ça dépend de la nature du conflit aussi, ou appel à d'autres personnes plus expérimentées. Mais vous trouvez des stratégies qui ne vous exposent pas. Vous voyez un peu. Merci. Pensée du jour, Nafissat. Oui, la pensée de ce matin, c'est un proverbe hébreu. Celui qui se tait le premier dans une dispute est le plus digne de louange. Celui qui se tait le premier dans une dispute est le plus digne de louange. C'est un proverbe hébreu. L'évitement. Oui, tout simplement. Celui qui se tait le premier dans une dispute est le plus digne de louange. Edwige Kapou. C'est la vérité. Parce que quand tu arrives à te maîtriser, en tant que femme et en tant qu'homme, tu vas y arriver. Mais quand tu n'arrives pas à te maîtriser là, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué parce que ce que nous disons mieux, ce que nous faisons là, si ça prend l'ampleur que ça doit prendre là, c'est difficile à gérer après. Mais quand tu arrives à te maîtriser et tu vas gérer ça après, c'est un peu plus facile. Parce que tu sauras quoi dire, quoi ne pas dire, comment t'y prendre, comment gérer pour t'en sortir facilement. Donc quand tu es, la Bible, j'ai lu quelque part dans la Bible, dans Proverbe, on a dit, c'est celui qui est calme, qui ne se met pas vite en colère là. C'est l'homme intelligent, c'est l'homme prudent. Il ne se met pas vite en colère. Parce que ce que toi, tu penses que l'autre a fait et tu n'as pas apprécié, attends pour qu'elle s'exprime, pour te donner pourquoi elle l'a fait ou bien pourquoi il l'a fait. S'il s'exprime
attends à l'écouter. On avait dit ça tout à l'heure. Attends à écouter ton partenaire ou bien ta partenaire pour voir dans ce qu'elle dit là, qu'est-ce qu'elle dit. Là, facilement, tu vas t'en sortir. Mais si tu vas en même temps te prendre, tu vas passer. Après, tu vas demander des excuses alors que tu as déjà fait ce qu'il ne faut pas faire. Il faut être patient, il faut être un homme patient. L'homme patient, c'est l'homme intelligent. C'est l'homme qui peut y arriver facilement. L'auteur de la citation a entièrement raison. Je parle d'un exemple quand vous avez peut-être une femme, je parlerai de la femme qui est très capricieuse, qui à chaque fois pour non, les hommes ne sont pas non, je précise les hommes ce matin. C'est ce que je remarque bizarrement. Je prends l'exemple de la femme parce que c'est ce que moi j'ai remarqué. Oui. Quand la femme est très capricieuse, pour un oui, pour un non, elle s'énerve très vite. Quand vous avez un homme calme, qui sait que quand je vais réagir, en ce moment même, ça ne va pas pouvoir y aller. Parce qu'on ne va pas se comprendre. Quand je vais dire, tu n'as pas raison, ça va amener à autre dispute. Ça va peut-être attiser à nouveau un autre conflit. Alors là, l'homme se calme. Et toi, tu penses que ce que tu viens de dire, c'est passé. Et c'est ce que je disais 2 jours après. Il dit, il voit que tout va bien, vous souriez. Il dit, ce que tu avais dit la dernière fois, est-ce que tu sais que ce n'était pas bien? Tu pourrais ou tu aurais pu dire, parler ainsi, t'exprimer de telle manière pour que quand même ça puisse aller et qu'on ne se dispute pas. Donc je pense que cet homme qui agit comme ça dans cette situation est très mature. Et c'est ça j'appelle un autre niveau parce que tous les hommes ne sont pas comme ça. Quand je crie, je dis oh, lui-même doit pouvoir montrer qu'il est chef de famille et crier comme ça, on ne s'entend pas. Donc l'auteur a entièrement raison. Ameloga, l'évitement, vous l'avez dit tout de suite, mais est-ce qu'il faut toujours faire l'évitement? Ça dépend. Ça dépend de la nature du problème, la nature du conflit. D'accord? Ce n'est pas face à tout conflit qu'on essaie d'éviter ou de se comporter ainsi. Si je suppose que le monsieur n'a pas l'habitude d'assumer ses responsabilités d'époux, je peux dire la popote par exemple, et ça devient répétitif, ça devient récurrent. Elle ne peut pas continuer à se taire alors que c'est sa responsabilité et la conscience qu'il a un revenu mensuel qui puisse lui permettre de gérer cette charge-là. Mais elle ne le fait pas. Elle va essayer de s'extérioriser. Vous voyez un peu? Et en s'extériorisant, elle ne reste plus dans la logique de « je vais éviter le conflit ». Bon, la manière dont elle le dit, peut-être, elle peut éviter le conflit, mais le monsieur peut prendre ça autrement. Ça va créer autre chose. S'il ne veut pas écouter, elle peut dire, bon, je vais faire intervenir ses parents ou mon beau-frère ou ainsi de suite. Ben voilà. Donc, on trouve des stratégies appropriées à chaque type de conflit auquel nous faisons face dans le couple. Oui. Très bien. Nafissa, on retient quoi? Ça me dit que le premier à lâcher prise lors d'une dispute est un héros. Qu'il ait raison ou pas, il mérite des éloges. Il faut retenir que l'hébreu est une langue chamito-sémitique appartenant à la branche centre-nord de la famille des langues sémitiques du groupe araméen. Elle est étroitement apparentée aux phéniciens et aux langues araméennes. C'est la langue officielle en Israël. Et elle est parlée avec plus de 9 millions de personnes parlent le hébreu. Et aussi, selon Abraham Ben Yosef, l'hébreu s'est épanoui comme langue parlée dans les royaumes d'Israël et de Juda entre 1200 et 586 avant notre ère. Même le mot hébreu vient d'un des nombreux noms qui existent pour le peuple juif et on croit qu'il dérive d'une description de l'ancêtre Abraham. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous parlons donc des conflits dans le couple. Quelle histoire avez-vous dégoté pour nous? Mais c'est bizarre, hein? Oui. Il y a des couples qui se disputent à cause d'un pot de mayonnaise, à cause des choses banales. Je me demande s'il faut vraiment se disputer à cause de ces choses. Bon, nous avons une histoire ici. Ma femme et moi, on s'est disputés à cause d'un rêve.
Elle a rêvé que je la trompais avec une autre femme. Elle a passé sa matinée à pleurer dans la salle de bain, sans rien me dire, puis elle est partie chez sa mère. Elle m'a ensuite tout expliqué comme ça. Si tu m'as trompé dans un rêve, c'est parce que tu y as songé dans la vraie vie. Ah, les femmes. Heureusement, j'ai réussi à la convaincre de ma fidélité et de mon amour. Tout va bien maintenant entre nous. Il y a aussi une autre histoire. Oui. On se dispute toujours pour de drôles de raisons avec mon mari. Pendant nos 2 ans de vie commune, on n'a jamais vraiment eu de conflit sérieux. Mais on a l'habitude de se disputer quand on regarde un film sur l'ordinateur, quand il faut monter ou baisser le volume. Cela pose un véritable problème. Qui va le faire? Qui va sortir du lit et marcher jusqu'à l'ordinateur pour charger le son? C'est de là que commencent les comparaisons entre celui qui travaille le plus et celui qui est le plus fatigué. On a besoin de toute urgence d'une télécommande. Donc, en fait, franchement, les conflits dans les couples, je pense qu'il y a certains conflits qu'il faut éviter quand même, tout de même, parce que même dans un rêve, faire des histoires parce qu'on a rêvé que son mari te trompe. C'est vrai que certains rêves surréalistes, donc pourquoi pas réagir comme ça. Vous y trouvez une raison. Edwige Kakpo aussi. Elle a raison de faire dispute à cause de cela. Elle a raison, mais elle n'a pas totalement raison. Elle allait avoir le courage d'affronter son mari pour lui demander. Il faut le courage dans le foyer aussi. Le courage des deux côtés. La femme doit avoir le courage d'y aller vers son mari. L'homme aussi doit avoir le courage d'aller vers sa femme pour demander. Si tu demandes, il te ment. Si c'est réellement tu as rêvé, tu vas trouver ça. Tu n'as pas besoin de quitter la maison pour ça. Tu n'as pas besoin d'aller te réfugier chez ta maman. Si la maman n'était pas dans le même endroit qu'elle était en France et toi tu es à Cotonou, tu vas faire comment? C'est ça. Donc il faut avoir le courage. C'est l'importance de la communication dont nous étions en train de parler. Ou bien tu communiques avec lui, tu lui dis ce que tu penses et lui dit je n'ai rien à dire. Il se tait. Alors, s'il ne dit rien, s'il le fait réellement, comme il y a des rêves qui deviennent réalité, on le saura dans les brefs temps. C'est ça. On n'a pas besoin de crier ou de retourner toute la maison pour cela. Très rapidement, avant de boucler ce plateau, il y a Diane qui avait quand même abordé un aspect important au début de cette émission, l'attention dans le couple. L'attention. C'est-à-dire les câlins, disons, oui, l'attention qu'on doit porter l'un à l'autre. C'est vrai qu'avec les années, parfois ça disparaît, chacun est dans ses activités et donc on ne trouve plus ce moment-là pour se porter une attention comme cela se faisait avant. Edwige, pourquoi moi? L'attention dans le foyer, c'est nécessaire parce que si tu n'es pas attentionné à ta femme, d'autres vont le faire au dehors. Si tu n'es pas attentionné à ton mari, d'autres vont le faire au dehors. Donc si tu ne veux pas que d'autres le fassent au dehors, puisque toi là, commence par le faire. Commence par apprécier ta femme. Ah, chérie, ce que j'ai porté c'est bon. Je peux sortir comme ça. Comment toi, parce que si lui t'apprécie, pense que tous ceux que tu vas voir là vont t'apprécier. Parce que c'est d'abord lui qui doit t'apprécier. Si lui il arrive à mais chérie, c'est bon. C'est quoi? C'est toi même qui as choisi ta chose, non? Vas-y comme ça, non? Pourquoi tu me demandes ça? Laisse-moi. D'autres vont le dire. Le mari colérique. Oui, d'autres vont le dire. Ah, mais est-ce que ton mari te voit? Mais dis donc, mais aujourd'hui, là, mais on ne t'a pas dit ça à la maison. Mais monsieur, aujourd'hui, tu t'es bien habillé. Moi, je le dis souvent à mon mari. Lui me dit souvent. Parce que des fois, quand moi, je veux m'habiller, c'est souvent lui qui choisit ce que je vais porter. Des fois, je refuse, ça ne me plaît pas. Mais souvent, s'il te choisit et tu portes, d'autres apprécient. S'il veut choisir une paille pour toi, quand toi-même tu trouves le pain, tu vois, c'est pas joli. Mais porte ça, d'autres vont apprécier ça. Du coup, je le laisse souvent choisir. Des fois, il oublie de se payer. Tu fais attention. Chérie, tu ne t'es pas payé. Va te payer. Il va se payer. Donc, il faut ça. Il faut l'attention nécessairement dans le couple pour que le couple soit épanoui. S'il n'y a pas l'attention là, l'épanouissement ne peut pas être au top. Au total. Amen. Ok, merci beaucoup. Je dirais, je vais abonder dans le même sens qu'elle, mais tout en disant que tout au début, quand on commence à se fréquenter, et l'attention qu'on porte l'un à l'autre, quand on rentre dans le couple,
les gens ont tendance à l'oublier. À oublier que le sentiment ou l'amour, c'est comme une rose qu'il faut entretenir, qu'il faut arroser au quotidien. Vous voyez? Donc, progressivement, si j'avais l'habitude, c'est quelque chose qu'il appréciait. Ah, tu es bien habillé, tu te coiffes bien, tu ci, tu ça. Mais quand tu rentres dans le couple, après une maternité, tu te délaisses, décoiffé, monsieur rentre, il se rend compte que vraiment, vous voyez, ça commence par le dégoûter. Donc, elle disait tantôt que quand son mari veut sortir, elle fait attention pour voir si c'est peigné. Même dans son style vestimentaire, si il est mal habillé, il va au dehors, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe à la maison. Il n'y a personne à la maison. Il n'y a personne à la maison ou quoi? Vous voyez un peu? Donc, cette attention-là doit être quelque chose au quotidien, de présent, qu'il ne faut pas oublier. Le sentiment, on doit l'entretenir régulièrement de sorte que d'autres personnes ne détournent pas ce qui vous est cher au dehors. Merci, on va finir, Nafissatou, pour finir. Oui, le manque d'attention va te faire croire que tu as un manque d'affection, et quand on ne te dit pas à la maison que tu es belle, que tu es bien habillée, si une fois une personne te dit ça dehors, tu vas te dire, ah, cette personne, il a remarqué, tu vas encore commencer à plus t'attacher à cette personne qu'à celui qui est à la maison. Donc il faut ça de temps en temps pour raviver l'amour, pour arroser. Merci Nafissat. Un mot. Je dirais qu'il faut faire régner la règle des 4 C dans le couple. La communication, la confiance, la complicité et les câlins, c'est très important. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce plateau. Depuis ce matin, Eric Kakpo était là, il est photojournaliste. Edwige Kakpo, merci beaucoup pour votre présence et vos propos. Amel Oga, vous êtes socio-anthropologue. Dianouni Odjaï Nafissatou Hassani, merci infiniment. De toute façon, vous le savez, aucun couple ne peut dire qu'il ne connaît pas de conflit. L'essentiel, c'est de ne pas le laisser dégénérer, de savoir le gérer à temps pour que l'amour et l'harmonie puissent toujours régner au sein du foyer, au sein de votre couple. Passez un excellent week-end. Merci beaucoup.